Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Sartel. Salut Vincent, Salut Johan, salut, merci pour l'invitation. merci à toi d'être présent aujourd'hui. Comment ça va déjà dans un premier temps? Écoute, ça va. Je suis en direct de Moscou, là, de ma chambre d'hôtel. Tout va bien, tout va bien. Il commence à faire un peu froid, moi qui vis à Dubaï, du coup, je me mange les deux climats en alternance dans le mois, donc ça demande un peu d'adaptation, mais sinon tout va bien. Tout va bien, Faut toujours s'adapter. exactement. Est-ce que, question assez classique, mais est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Ok, les présentations, je t'avoue que je sais jamais trop s'il faut, parce qu'on peut soit rien dire, soit paraître présomptueux, donc on va essayer de trouver un juste milieu. Vincent Issartel, comme tu l'as dit, j'ai 37 ans depuis pas longtemps, depuis le 6 octobre. Je suis coach, préparateur physique. Je t'avoue que je suis pas trop à cheval sur l'appellation. On va dire les deux, les personnes avec qui tu travailles. J'ai eu ma salle de sport à Dijon, enfin dans l'agglomération dijonnaise pendant 9 ans, qui s'appelait Primal Performance. C'est une salle que j'ai créée, à la base, Primal Performance, c'était un concept et de concept un petit peu, comment dire, non défini, hormis un peu une méthode de travail. J'ai voulu en faire une salle pour aller un peu au bout des choses, au bout de l'aventure. Et voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et puis à travers cette salle, du coup, j'ai coaché des centaines de personnes d'horizons variés, des publics variés, si tu veux, des gens qu'on pourrait qualifier un peu de manière péjorative, lambda, si tu veux, je mets des guillemets parce que c'est pas une appellation que j'aime. Et puis, des sportifs de haut niveau, beaucoup aussi dans divers sports, voilà, enfin des sportifs et des sportifs de très haut niveau, de l'élite de plusieurs sports. Et voilà, après, des forces de l'ordre, des comédiens, voilà, écoute, donc si on parle de professionnels, coach sportif et préparateur physique. Et du coup, j'ai revendu ma salle pour essayer de terminer. J'ai revendu ma salle en 2022 pour partir sur un autre projet, pour bosser pour un mec, en l'occurrence un Russe, où en fait, du coup, je suis devenu le coach de lui et sa famille, si tu veux. Ok. Et c'est le pourquoi je suis en Russie actuellement. C'est-à-dire qu'à la base, quand j'ai vendu, c'était pour m'installer en Russie. Et avec ce qui s'est passé en 2022, le conflit qui a débuté, Russie-Ukraine, au bout de quelques mois, au bout de 6 mois, le mec pour qui je bosse, il est parti s'installer à Dubaï. Donc, j'ai suivi à Dubaï avec ma famille. Et voilà, mais moi, je continue de voyager avec lui. Donc, à chaque fois qu'il voyage, je pars avec lui, que ce soit en Russie ou ailleurs. Et voilà. Et puis, dans les trucs qui me définissent, pour clôturer, je suis papa aussi. Ça n'a rien à voir avec ton podcast qui tourne autour de la prépa physique, mais enfin, quand tu deviens papa, enfin, je pense que quand tu deviens maman aussi, c'est la même chose. En fait, dans l'échelon des priorités, ça passe avant, en tout cas pour moi, ça passe avant. Donc voilà, et c'est la tâche à l'heure actuelle et depuis 3 ans qui me plaît le plus et dans laquelle j'ai le plus de projections sur l'avenir, sur voilà quoi, enfin être un bon père quoi, ce que j'espère être, mais tant que ça sera pas de la bouche de mon fils, si tu veux, je n'aurai pas cette validation quoi. Donc voilà, c'est Ouais, et puis il me semble que tu en avais parlé sur un podcast avec Julien. papa coach, je crois que c'est ça, hein, ouais, 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 ouais. Pour le coup, c'était full dédié à ça, à la paternité et enfin, la manière dont tu structures ta vie quand tu es père et que tu as d'autres, priorités en l'occurrence. Mais voilà quoi, donc c'est un sujet qui me tient à cœur aussi forcément, hein, enfin, mais ça paraît logique quoi. Quel parent, quand il le devient, ça lui tient pas à cœur? Je sais pas, enfin ça existe malheureusement, mais voilà, c'est triste quoi. Mm. Et juste du coup pour revenir un peu à ton parcours, qu'est-ce qui a à tes débuts du coup de coach, qu'est-ce qui a Ouais, fait que tu as voulu devenir coach? Est-ce que c'est venu progressivement? Est-ce que tu as toujours voulu faire ça? Comment t'en es venu à ce métier? alors, là tu me renvoies à mes années lycée, hein, donc comme je te l'ai dit, 37 ans. Tu quel âge toi? Moi j'ai 22.
Ouais, j'allais dire, tu as l'air exagérément jeune, donc ouais, OK. Non, en fait, moi, à la base, j'ai fait filière littéraire. Je crois que ça existe même plus aujourd'hui, les filières comme ça. Enfin, il y a plus scientifique, économique et littéraire, je crois, hein, ça Bah, n'existe plus. ouais, bah, c'était mon année où moi j'ai fait un bac S et après mon OK, année, il y avait plus. Ils sont passés ça a changé, d'accord. OK. ils ont passé, ouais, à un Bon, alors, changement, ouais. à toi, ça te parle au moins. Donc, j'ai fait un bac littéraire un petit peu par défaut parce que j'étais vraiment pas attiré. Et je dirais, au-delà de pas attiré, j'étais complètement nul en tout ce qui était scientifique au sens large, mais mathématiques en particulier. Et j'aimais bien les langues un petit peu, et puis j'aimais bien un petit peu enfin voilà, le français, s'exprimer correctement, tout ça. Donc, un peu par défaut, je me suis dit, je vais aller en filière littéraire. Et, euh, et en fait, à l'approche, tu sais, quand tu fais tes vœux pour. Bah, en fait, j'étais un peu tiraillé. C'était soit je faisais une fac d'espagnol, soit je faisais une fac de philo, soit je faisais STAPS. Et en fait, fac d'espagnol ou fac de philo, à part l'enseignement, si tu veux, je voyais pas trop l'avenir et ça m'excitait pas trop, bien que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours ces 2 matières etc. Je dirais surtout la philo parce que voilà, enfin, dans un parcours d'homme, il y a toujours un petit peu cette quête philosophique, intérieure, hein, j'entends, hein, tu vois? Et en fait, à côté de ça, j'étais un peu pote avec des mecs qui étaient sportifs et qui m'ont dit: «Mais franchement, Staps, c'est stylé, tu fais du sport, t'aimes le sport, viens visiter la fac avec nous et tout». Et en fait, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à visiter le STAPS et à me dire: «Bah, OK, bah, pourquoi pas faire STAPS?» mais sans réellement savoir, si tu veux. C'est-à-dire que j'aimais le sport, je faisais du judo à l'époque. Je me suis dit: «OK, bah, on va faire STAPS et puis on verra quoi», si tu veux. Et donc vu que j'ai toujours un petit peu dans mon parcours judo été un peu le mec qui faisait plus de muscu que les autres, si tu veux. J'ai toujours été, quitte à me faire un peu clasher par, mes collègues et par l'entraîneur, c'était, «Oui Sartèle, arrête de faire de la muscu un peu», si tu veux, c'était ça. Et du coup, vite, j'ai entrevu le côté, bah, en fait, je kiffe tellement la muscu que, en fait, la muscu, c'est un métier si tu l'enseignes, si tu veux, tu vois? Ouais. Et alors, vu que j'étais en Ouais. STAPS c'est qu'il y avait cette dimension, bah, sciences du sport et préparation physique, en fait, c'est quand je suis rentré en STAPS que j'ai vraiment mis, comment dire? Que j'ai défini un petit peu déjà dans mon imaginaire la différence entre la muscu et la prépa physique, si tu veux. C'est-à-dire la prépa physique que tu associes à une activité physique et sportive et du coup derrière toute la recherche scientifique que ça incombe et cetera et cetera et toujours dans un but de servir de la performance et heu et donc du coup, au bout de la deuxième année, je me suis dit: «OK, je sais ce que je veux faire» parce que quand j'ai commencé stable, je me suis mis au rugby et je me suis dit: «OK, je veux faire préparateur physique dans un club de top 14». C'était dans mon idée, c'était OK, si je suis en stable, c'est pour ça, sinon c'est un échec. Donc bah, voilà, je faisais mon bonhomme de chemin et puis, arrivé en licence, début d'année de licence, je commençais à envoyer des CV, à envoyer des trucs et personne m'a répondu. Enfin évidemment, hein, tu vois? Quand tu as, j'allais dire, 20-21 ans, enfin j'avais ton âge, peut-être un peu plus jeune, tu vois? Quand tu envoies des CV à des clubs, je sais pas, le Stade Français, le Stade Toulousain, en leur disant, «Bonjour, je voudrais intégrer votre staff», ils voient ton âge, ils se disent: «OK, le mec, qu'est-ce qu'il va nous apporter?» tu vois? À juste titre. Oui. Après, même si il faut toujours donner la chance à quelqu'un quand il commence, parce que l'expérience, elle se fait que si on te donne les moyens de te la faire, si tu veux. Mais voilà, et puis du coup, je sais plus si j'ai déjà perdu la question ou pas. Et en fait, en discutant avec un ami qui était déjà un petit peu coach à son compte, qui avait 2 ans de plus que moi, moi je suis de 87, lui il est de 85. Il m'a dit: «Mais tu sais, il y a pas que la prépa physique, il y a aussi le coaching, tu vois, avec les gens lambda». Et c'est un mec avec qui j'allais à la salle, avec qui je m'entraînais un peu. Il m'a dit: «Regarde à la salle, tu vois, les mecs, ils te demandent des conseils, les gens, ils te demandent des petits programmes, tu gribouilles des machins et cetera, tu commences à être un peu costaud». Et de fil en aiguille, bah, l'idée a fait son chemin de me dire: «OK, bah, écoute, peut-être que le top 14, la prépa physique, le haut niveau, c'est mort». Alors après, mon parcours professionnel a fait qu'au final, c'était pas mort, mais bon, quand sur le moment, je le savais pas. Et voilà, et c'est là que je me suis lancé dans le coaching et que j'ai créé une première boîte qui s'appelait Phytamine. Donc, c'était la contraction de fitness et vitamine, Phytamine. Mmh. Et voilà, qui était ma première identité commerciale avec laquelle j'ai dû travailler, je dirais, pendant 2 ans. Ouais, peut-être 2, ouais. Et à la suite de ça, en fait,
on a revu le branding et est né Primal Performance, d'abord juste l'entité, hein, comme je te l'ai dit, pas la salle, qui correspondait plus, si tu veux, à mon image un peu sauvage, tu vois? Enfin mais sauvage, c'est le côté péjoratif pour à l'époque, il y a 15 ans, dire fonctionnel, si tu veux. C'est-à-dire, bah, le mec qui se balade avec ses kettlebells, qui va s'entraîner dehors, qui fait du workout, tu vois? Faut vraiment se remettre dans les choses dans leur contexte de, bah, le CrossFit n'existait pas. Enfin, tu vois, moi, j'ai connu l'ère où je me pointais dans une salle avec mon sac bulgare que je m'étais acheté au salon du fitness. Le gérant, il me disait: «Qu'est-ce que tu fais avec ton croissant en cuir? Dégage!» Enfin, tu vois? C'était vraiment une autre ère où dès que tu faisais des choses qui sortaient du bodybuilding un petit peu comme on le connaît, comme on l'a connu dans l'âge d'or du bodybuilding et de la muscu et cetera. C'était avant les Basic Fit, avant les fitness parks, avant tout ça, tu vois? Et voilà, et donc de fil en aiguille, je me suis dit: «Ben, OK, on va créer une nouvelle identité», et puis un peu plus tard, de cette identité est née, une salle, quoi. Et du coup, maintenant, cette salle, tu l'as revendue, c'est ça? Tu as plus du Ouais, ouais, tout accès, heu, tout entre tes mains? non, 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 c'est plus je l'ai revendu à un mec, j'avais posté une annonce, en fait, sur les réseaux sociaux, sur Instagram à l'époque. J'avais dit: «Je vais me séparer de ma salle dans 6 mois, s'il y a des acheteurs sérieux», et puis il m'avait envoyé un DM, et puis ça s'est fait comme ça de fil en aiguille. Il a gardé la salle de ce que je vois sur les réseaux, à l'identique, si tu veux. Il a rien changé, il a rien, je pense pas qu'il ait même rajouté des choses ou et cetera. Il a juste rebrandé, et en fait, dans le deal, dans la transaction, il récupérait aussi mon portefeuille client de coaching. Parce qu'à l'époque où j'ai vendu, il y avait plus de free access. Il y a eu du free access au début, mais il y en avait plus à la fin. Et donc il a récupéré le portefeuille client, j'imagine qu'il a gardé une bonne partie de la clientèle, quoi. Voilà, donc la salle existe toujours en l'état, si tu veux, mais voilà, c'est plus du tout à moi, quoi. Et quand tu l'as créé, ton rôle, c'était quoi? C'était surtout gérer cette salle de sport ou alors tu avais aussi pas mal de parties avec du coaching, des clients, etc. Ou les deux? Je faisais tout, c'est-à-dire je faisais, mais quand je te dis tout, c'est, le ménage, bah, j'étais le gérant, si tu veux, la personne, morale et personne physique. Tu étais tout seul? J'étais tout seul. Alors Euh, j'avais des stagiaires, c'était quoi à l'époque? C'était BP? BP, ouais, c'était BP, j'avais des stagiaires et puis j'avais des BP. Mais là, les 6 premiers mois, je sais plus si c'était une histoire de délai avec, Jeunesse et Sport ou quoi, mais au début, j'avais pas de stagiaire, en fait. C'est-à-dire que, bon, je sais pas si tu as envie qu'on revienne sur mon business model à l'époque, parce que ça va prendre du temps, mais en fait, j'avais pris un peu, si tu veux, le volume horaire de ce qui se faisait à l'époque à Dijon, qui était la commune, la grosse commune où j'étais, et je m'étais dit: «OK, bah, je vais matcher sur ces horaires. Comme ça, je vais peut-être donc ce qui était une terrible erreur quand tu es tout seul et que tu as pas d'employé, en fait, donc je me retrouvais à ouvrir à 8h30, à fermer à 21h30 sans coupure la journée. Donc tu vois, je faisais, plus, j'arrivais en avance pour faire le ménage, et plus, je restais pour faire le ménage après le soir. Donc on était sur un petit volume horaire entre, 12 et 14 heures par jour, tu vois? Ce qui fait que quand j'avais mhm. des tâches, les tâches classiques qui incombent à n'importe quel chef d'entreprise, à savoir aller chez le comptable, aller à la banque, tu vois? Toutes les merdes administratives que tu peux rencontrer, bah, en fait, je faisais venir des potes à moi qui restaient en pirate un peu, parce qu'ils étaient pas censés être là, tu vois? C'était pas des mecs diplômés, c'était juste des mecs qui étaient là et qui étaient là pour, répondre au téléphone ou accueillir un visiteur s'il y avait un éventuel visiteur. Et moi, pendant ce temps-là, bah, je faisais ce que j'avais à faire, aller poster un recommandé, aller chercher un colis à la poste, aller chez le comptable et cetera. Jusqu'au moment où j'ai eu des stagiaires, et après j'ai fonctionné avec ces stagiaires. Voilà, et puis au bout de, je sais plus, peut-être 2 ou 3 ans, j'ai réduit un peu le volume horaire, j'ai mis une coupure l'après-midi. Parce qu'en fait, je m'en sortais pas, si tu veux, je pouvais pas, enfin, parce que bon, en plus, il y avait un free access et je coachais. Alors après, j'étais moins, on va dire, successful que je l'ai été les 3 dernières années, donc j'avais pas 12 coachings par jour comme à la fin, mais j'avais quand même 4-5 coachings par jour, plus les adhérents qui venaient. Et en fait, moi, dans mon engouement d'offrir un service incroyable, bah, j'avais un peu pris le parti de dire aux gens, par exemple, toi, tu arrivais, je sais pas moi, à 17h, tu allais me dire: «Oh Vince, tu peux me faire une séance, pec aujourd'hui?» Et moi, bam, je passais 10 minutes avec toi, de faire une séance pec, machin. Derrière, il y avait une meuf qui arrivait: «Ah Vince, tu peux me faire une séance, fesses?» Donc bam, je retournais au tableau, je lui faisais donc en fait, si tu veux, je faisais constamment la navette, tout le monde me sollicitait. Ce qui fait que c'était même un peu pénible parce que quand j'avais un coaching, enfin, tu vois, 1 heure de coaching classique, bah, certains adhérents, soit ils en avaient rien à secouer, ils venaient quand même me déranger pendant le coaching, ou enfin,
Puis il y avait un petit peu Ouais. les histoires Ouais. tu vois, je mettais une playlist, j'en sais rien, je mettais rap français, puis il y avait un mec qui venait me dire: «Ah Vin, j'aime pas le rap français, tu peux nous mettre du rock?» Enfin, tu vois? Donc si tu veux, je faisais, le DJ, la femme de ménage, le machin, le coach, le c'était formateur. Après, si tu me demandes si je referais pareil, non, clairement, parce que pour cette offre-là, en fait, ça aurait mérité d'être 3 fois plus cher. C'est-à-dire si le parti pris, c'était de dire: «Tu es abonné et à chaque fois je te mets une séance clé en main, sur le tableau et en même temps je te supervise parce que je vais te dire, Johan, tes genoux, Johan, ton dos, machin». Donc si tu veux, il y a toujours un feedback de mini coaching en fait, mais qui était, tu avais tout ça pour 39 balles par mois si tu veux. C'est-à-dire pour 39 €, tu pouvais venir, du lundi au dimanche, n'importe quelle heure. J'étais là pour te donner une séance, j'étais là pour te corriger quand je te voyais. Donc si tu veux, c'était aberrant. Avec du recul, c'était aberrant et ce type d'abonnement, si tant est que ça a lieu d'exister, ça vaut 120 balles, 130 balles par mois, tu vois? C'est parce que c'est un truc où au final, tu as tout le temps accès aux connaissances du coach, tu vois? Mmh. Sachant qu'en plus, moi, à l'époque, il y avait cette plus-value de trouver des outils que tu trouvais nulle part ailleurs, à savoir des pierres d'atlas, des kettlebells, des cordes ondulatoires, enfin, tu vois, beaucoup de poids libres. Donc le concept était novateur à l'époque. Enfin, voilà, mais mon business model était flingué, quoi. Ok. Et du coup, tu as pu accumuler pas mal d'expérience dans le coaching. Et j'ai une question assez large qui répond un peu comme tu veux. Mais comment tu décrirais ta philosophie de coaching ou d'entraîner les sportifs? Est-ce que tu avais une philosophie un peu que ta signature un peu? C'est une question assez large. Ouais, c'est assez large. Je pense que ce qui me définit en tant que coach, c'est que je pense, hein, je veux pas paraître, quoi que ce soit en le disant, mais c'est que je pense que je suis quelqu'un de très humain, si tu veux, et empathique et à l'écoute. Ce qui, je dirais, un petit peu dénote, enfin, pas ce qui dénote, mais enfin, malheureusement, les coachs sont beaucoup penchés sur eux, sur leur physique, tu vois? Moi, j'ai quand même tout de suite en fait, j'ai aimé ce boulot quand je l'ai commencé sans le savoir parce que vraiment c'était le rapport humain. C'est-à-dire c'est un être humain avec un autre être humain, c'est ni plus ni moins. Et donc je pense que la base de mon truc, ça a toujours été l'empathie et l'écoute. Un peu la base de mon coaching et ce qui a, je pense, fait mon succès. Et après, à côté de ça, c'est l'entraînement tel que moi je enfin, tel que moi je pense qu'il marche, tu vois? C'est-à-dire l'entraînement dur sans je sais, c'est compliqué en fait comme question si tu veux, parce que déjà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a le côté dissociation un peu prépa physique coaching, tu vois? Mais en fait, voilà, non, je pense que du coup, j'ai la réponse en disant ça, c'est que et c'est ce qui a plu aux gens tout de suite, c'est que j'ai tout de suite essayé de faire comprendre aux gens, même à la ménagère de 50 ans, si tu veux, que ce qui te sépare d'un athlète de haut niveau, c'est juste le fait que toi, tu gagnes pas ta vie avec du sport. Mais que tu peux te considérer en tant qu'être humain, en tant qu'individu, comme un athlète de haut niveau, si sous ce terme, tu coches toutes les cases, tu coches les prérequis que sont, bah, prendre conscience qu'en fait, il faut avoir une vision un peu plus holistique que juste venir à la salle, faire ce que Vince te dit de faire, et ensuite garder tes mauvaises habitudes. C'est juste d'accepter de te dire, OK, bah, en fait, qu'est-ce qui va faire le succès du coaching que je vais faire avec Vincent, avec n'importe quel coach, hein, en l'occurrence, c'est le fait de bien manger, le fait de revoir mon alimentation, le fait de comprendre un petit peu comment marchent, les calories journalières. Moi, j'ai jamais été, de ceux qui demandaient aux mecs de peser leurs aliments et cetera, mais toujours un peu dans cette idée d'éducation et de dire aux gens: «Bah, en fait, ouais, un sport de haut niveau, il va s'entraîner peut-être 2 fois 2 heures par jour. Toi, tu vas peut-être t'entraîner 3 fois 1 heure par semaine, mais à côté de ça, tu si tu apportes le soin nécessaire à ton hygiène de vie, à ta récupération et cetera, ben, au final, tu vas faire la même chose qu'un sportif de haut niveau, sauf que tu auras pas un kiné qui va te masser dans le vestiaire après et puis que mais en fait, conçois ton corps comme un sportif de haut niveau et en fait, j'ai toujours un peu entraîné les gens avec cette, couleur prépa physique, en essayant de balayer un peu toutes les qualités physiques, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai toujours inclus dans mon coaching, bah, un peu de plio, quand c'était propice, si tu veux, quand les mouvements de base étaient sécures, mais il y a toujours eu un peu de plio, un peu d'explosivité, un peu des outils, je sais pas moi, ouais, tu vois, des outils un peu fonctionnels comme à l'époque, c'était la mode de les appeler, si tu veux, des sacs bulgares, des slam balls, des machins, des trucs
qui font que les gens, ils se disaient: «Ah ouais, putain, Vince, en fait, il m'entraîne». Parce qu'ils voyaient que, si tu veux, en parallèle, je sais pas moi, tu avais un hockeyeur en même temps dans la salle et que le hockeyeur, il allait faire des box jumps, il allait faire du contraste de charge, il allait faire des choses comme ça. Et les gens voyaient que, bah, en fait, ils étaient mangés à la même sauce que ces athlètes-là, si tu veux. Mm. Et ça, je pense que ça plaisait aux gens. C'est ce qui leur plaisait, c'était d'évoluer dans un milieu. Alors déjà très viril, parce que moi, ma salle était quand même assez virile. Il y avait une équipe de 10-15 bûches, tu vois, qui étaient tous à plus de 200 en soulevé de terre, qui étaient tous à plus de 150 en squat. Ça s'entraînait torse nu. À une époque, c'était un peu la jungle, si tu veux, ma salle. Et en fait, du coup, bah, il y avait vraiment ce côté où les gens qui, à la base, étaient effrayés, se disaient: «Ah, en fait, je fais partie d'un truc cool», si tu veux. C'est un peu comme si, je sais pas moi, t'aimes un peu faire de la moto le dimanche et que tout d'un coup, bah, le week-end, tu vas rider avec les Bandidos ou les Hells Angels, tu vois. Tu as l'impression un peu de t'enjailler, de t'encanailler, tu vois. Et en fait, ils avaient un peu cette impression de se dire, ouais, en fait, bah, mon coach, il coach des top athlètes et il me coach moi de la même manière, si tu veux. Voilà. Parce que finalement, pour Et du coup, résumer, un peu répondre, je pense, les méthodes de développement, vas-y. bah, les méthodes de développement des qualités physiques, si tu veux, que ce soit pour ta voisine du deuxième qui a 53 ans et qui a 15 kilos à perdre, euh, ou d'un pro, je sais pas moi, rugbyman, si tu veux, il y a les mouvements de base restent les mouvements de base pour moi. C'est-à-dire que pour n'importe quel être humain, euh, un squat est bon quand il est bien réalisé, un soulevé de terre est bon quand il est bien réalisé. Quand tu arrives à parfois imager un petit peu l'apport que va avoir certains mouvements dans la vie quotidienne des gens, ils vont se dire: ah ouais, en fait, c'est vrai que si j'arrive à faire un soulevé de terre propre, ça veut dire que potentiellement, je vais pas me flinguer le dos quand je vais aller faire du bois le week-end ou je sais pas, et que je vais soulever un petit peu des trucs un peu lourds. En fait, si à chaque fois tu es capable de donner des petites des analogies aux gens pour leur bah, tout simplement pour qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire, bah, c'est facile de faire adhérer à ton discours et à ta méthodologie, si tu veux. Voilà. Ouais. Et du coup, je trouve que c'est vachement bien d'un point de vue motivation, d'un point de vue long terme dans la pratique physique. Le fait, du coup, comme tu dis, que les personnes qui sont un sportif de haut niveau et une personne un peu plus lambda, entre guillemets, s'entraînent de la même manière et voient qu'ils appartiennent à un même groupe. Mais tu vois, actuellement, mis à part peut-être dans certaines salles privées où tu as un peu tout public, maintenant, les sportifs de haut niveau, en général, ils ont leur structure. Les salles, c'est un peu chacun de son côté. Il y a même le coaching à distance. Comment tu vois un peu tout ça, toi, cette évolution où du coup tout le monde fait un peu son truc dans son coin. Je caricature, mais tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, j'ai l'impression que vraiment le fitness est en train de changer, si tu veux. Mais vraiment au sens large, c'est-à-dire que bah, ce que moi j'ai connu, comme tout à l'heure, je t'ai donné un peu ma présentation, c'est-à-dire les salles indépendantes, ça n'existe quasiment plus en réalité. Il y en a dans toutes les villes, je pense encore, si tu veux, mais Mm. qui sont malheureusement vouées à disparaître parce que les coûts de fonctionnement sont trop importants. Et qu'en fait, quand tu veux équiper une grosse, belle salle, je sais pas moi, qui va concurrencer un fitness park ou un Basic Fit, bah, ça coûte des millions. Et toi, en tant qu'individu, ou moi en tant qu'individu, ben, va trouver 2 millions pour équiper une salle qui va concurrencer un fitness park, c'est compliqué si tu veux. Donc déjà, le fitness, on va dire de masse, la mainmise, elle est faite par les groupes qu'on a cités tout à l'heure, sur Fitness Park, Basic Fit. Mais ça, pour moi, c'est un peu un mal parce que c'est ce qui faisait le charme de la muscu quand moi je l'ai commencé, c'était les coachs plateau. Je sais pas si ça te parle. C'est-à-dire qu'en Oui, fait, oui. ce que moi je faisais un peu quand je suis ouvert, si tu veux. C'est-à-dire que tu arrives dans la salle et tu as un mec qui est payé, qui avait un BE, ce qu'on appelle à l'époque Acumez. Donc c'était un BE qui était muscu et pas courco. Et c'était des mecs qui étaient très, très, très qualifiés en muscu. C'est-à-dire que les standards, ça n'avait rien à voir avec les standards des BP, ou c'était vraiment très costaud, si tu veux. Et en fait, donc, c'est des mecs qui étaient à même de te corriger, de te faire un programme. C'est des mecs souvent qui aimaient le body, qui savaient s'entraîner, qui s'y connaissaient en nutrition et tout. Donc, sans souscrire à un coach, tu avais déjà cette expertise qui était offerte, incluse dans ton abonnement, si tu veux. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est-à-dire que tous les mecs qui sont à l'accueil d'un fitness park ou d'un Basic Fit, donc bon, c'est tous des mecs qui sont en BP ou des trucs comme ça, mais les pauvres, ils sont là plus pour ranger les poids derrière toi si tu décharges pas ta barre qu'autre chose. Donc déjà, tu rentres, tu es un peu livré à toi-même.
Et effectivement, c'est des salles qui se prêtent pas à l'entraînement comme moi je le conçois et comme j'ai toujours conçu, à savoir la prépa physique, parce que bah, la prépa physique, comme on l'a dit, ça nécessite une multiplicité des postes de travail en général. Alors pas tout le temps, hein, on est d'accord, mais je sais pas moi, tu veux faire tu veux faire un travail d'explosivité, j'en sais rien, tu veux mixer des squats avec des sauts verticaux ou des sauts horizontaux ou des box jumps, que sais-je. Bon, ça te demande d'avoir plusieurs postes de travail. Si tu veux faire ça dans un basic fit à 17 heures, c'est mort. Parce que, admettons que tu fasses ton squat, tu vas raquer ta barre, tu vas dire, OK, je vais aller faire mes sauts sur le truc à côté. Bah non, parce que dans l'intervalle, tu auras un mec qui sera assis avec son shaker dessus, son portable en train de parler à sa meuf. Enfin, si tu veux, donc ça s'y prête pas du tout. Euh, à l'époque, c'était un peu différent. Maintenant, alors après, c'est peut-être bien parce que la génération des jeunes, donc, dont je peux t'inclure, vu ton âge et même les mecs plus jeunes que toi, il y a un peu il y a un engouement, j'ai l'impression, pour la muscu qui a un engouement qui est un peu rattaché aux réseaux sociaux, qui a un engouement qui est aussi, à mon avis. Alors, il y a 15 ans, l'engouement, 10 ans, il était créé par le CrossFit, si tu veux. C'est-à-dire que le CrossFit est devenu cool, est devenu mainstream, et donc tout le monde a voulu aller dans une box, etc. Maintenant, je pense que le powerlifting, alors on va parler un peu de l'Irox après, si tu veux, mais le powerlifting a vraiment pris l'ascendant sur le body et sur l'haltéro. Et en fait, de par le fait qu'il y ait beaucoup d'influenceurs powerlifting, donc force athlétique aujourd'hui, moi, je le remarque à chaque fois que je suis en France, c'est-à-dire une ou deux fois par an, ben, je vois que des mecs qui s'entraînent en SBD, quoi, maintenant, tu vois. C'est-à-dire que c'est full squat, bench, deadlift, quoi, tu vois. Tout le monde avec les genouillères, les machins, donc c'est bien, si tu veux. Euh, mais j'ai l'impression que c'est un peu un phénomène de mode, si tu veux. Alors, encore une fois, c'est un phénomène de mode vertueux, c'est-à-dire que les mecs qui souscrivent qui souscrivent à la force athlétique, au SBD, bah, c'est de facto des mecs qui souscrivent pas à la vie de clubbing, d'être dehors du mercredi au samedi soir à se mettre des caisses, etc., si tu veux. Donc, c'est cool, tu vois. Je sais plus trop ce que c'était la question de base, mais C'est une question c'était assez générale sur le fait que toi, tu parlais de ta salle où il y avait une sorte de convivialité où des sportifs de ouais, haut niveau avaient un peu le même type d'entraînement, bien sûr pas exactement le même, mais avec des personnes un peu plus lambda. Et je te parlais du coup de l'évolution où là, du coup, dans les salles actuelles, on retrouve plus trop ça. Et je voulais savoir comment toi, tu voyais cette évolution, mais du coup, tu as en partie répondu déjà. ouais, ben, de même que je me place d'un point de vue je sais pas moi, d'un athlète X ou Y qui va préparer une compète mais qui serait pas un athlète de top niveau, c'est-à-dire que dans son club, il n'y a pas les infrastructures. Ça veut dire que c'est un mec qui serait censé trouver une salle pour faire sa prog et tout. Encore une fois, je les plains un peu parce que c'est compliqué maintenant de trouver une salle où tu. Alors après, si, mais aujourd'hui, je pense que la solution et l'alternative à une salle comme moi j'avais, c'est une box de CrossFit, si tu veux. C'est une box de CrossFit avec un free access où du coup, derrière, bah, tu as accès à de la charge libre, tu as de la place pour faire de l'haltéro, tu as de la place pour faire, je sais pas moi, des farmer walk, des fentes marchées, toutes ces choses qui, dans une salle, entre 17 heures et 19 heures, dans une grosse salle, dans une grosse ville, sont injouables, en fait, si tu veux. Au-delà d'être injouable, c'est-à-dire que le matériel n'est pas adapté, c'est-à-dire que tu vas avoir des poids qui ne seront pas calibrés, tu vas avoir des barres qui seront voilées, tu vas avoir des mecs qui vont te demander de tourner, tu vois, je sais pas moi, tu vas être sur un 5x5 en squat, tu vas être vraiment dans ta prog, un truc propre et tout. Le mec, il va vouloir tourner pour faire 2 séries il sait même pas combien de reps, il va changer la hauteur de ton rack, enfin, tu vois? Donc en fait, il y a rien qui va, il y a rien qui est propice. Le CrossFit a quand même, on peut pas lui enlever ça, même si j'ai beaucoup tapé sur le CrossFit, par le passé, mais le CrossFit a beaucoup amené quand même ce côté, heu heu, parce que le c'est une vraie science, si tu veux, et s'entraîner en bodybuilding, c'est un sport et c'est une science en lui-même, mais c'est indéniable que le CrossFit, est beaucoup plus branché développement des qualités physiques que développement du physique d'un point de vue plastique, si tu veux. Et quand tu fais un sport de haut niveau, quel qu'il soit, bah, tu dois te tourner vers des méthodes de développement qui visent le développement des qualités physiques, non pas le développement de ta plastique. Donc c'est pour ça que beaucoup d'athlètes que moi je connais, font leur prépa, dans une box de CrossFit. Heu, Après voilà, il y a aussi, alors je sais pas si c'est encore le cas maintenant, j'en sais rien, parce que ça c'est déjà des trucs qui ont quelques années, mais c'est vrai qu'à une époque, le free access, c'était mal vu si tu faisais pas les WOD, donc si tu t'abonnais et que c'était juste pour avoir accès aux barres, aux poids calibrés et cetera, aux plateformes,
Je sais qu'il y a certains gérants de salles qui aimaient pas parce qu'ils allaient dire: «Ouais, mais mec, si tu es là pour faire tes trucs de ton côté, dégage, tu es pas crossfitter», si tu veux. Mm. Donc la solution finalement, c'est quoi? Bah, c'est de trouver, mais ça existe un peu. Je sais qu'il y a des salles en France et je te dirais même qu'il y en a plus qu'à l'époque où moi j'avais la mienne. Il y a des salles en France qui maintenant se tournent, qui sont un peu des centres de la performance, tu vois? Un peu comme moi j'ai connu à l'époque à Dijon où j'ai fait mes études, c'était le CEP qui avait été créé à l'époque par, Gilles Cometti qui était dans les années, 80-90, 2000, un top préparateur physique, mondial qui avait créé un centre d'expertise de la performance à Dijon. Comme il y a à Lyon aussi avec la fac de Lyon, comme il y a à Montpellier aussi, si tu veux, il y a des pôles comme ça de préparation physique toujours existants, mais qui sont universitaires, donc qui sont pas spécialement commerciaux, qui bossent avec les clubs de la ville, de la région, et cetera. Et sur ce modèle-là, il y a quand même, qui moi aussi m'a inspiré à l'époque quand j'ai créé ma salle, il y a aussi sur ce modèle-là des mecs qui ont créé des mini centres de la performance, tu vois, avec du matériel, de pointe, du matériel un petit peu de niche, avec des machines que tu trouveras pas partout, avec des machines importées. Donc ça existe, mais effectivement, bah, c'est pas merde, c'est pas la majorité des endroits où tu peux t'entraîner, quoi, si tu veux. Hem Et au-delà de ça, il faut, si tu es que «sportif» entre guillemets, mais que tu as pas l'expertise dans l'entraînement, la planif, et cetera, bah, il te faut un coach. Donc après, il y a aussi le problème de, est-ce que tu vas aller dans une salle qui va accepter les coachs? Parce qu'il y a aussi des salles bah, qui ont leur propre, pool de coachs, si tu veux, et qui vont pas accepter les coachs de l'extérieur. Donc ouais, c'est une grosse, enfin, c'est une vaste c'est-à-dire que l'offre, j'ai l'impression, elle est beaucoup plus, variée qu'il y a 15 ans, quand moi j'étais vraiment dedans, si tu veux. Quand moi je te dis ça, tu vois, on va un peu avant que tu avais des salles de muscu, point. Donc tu avais des grandes salles, des petites salles, des vieilles salles, mais aujourd'hui, tu as plein de choses. Mais en fait, bah, déjà, je pense que c'est dur pour un pratiquant aujourd'hui de savoir exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire que moi, il y a 20 ans, quand j'ai commencé la muscu, bah, je faisais de la muscu, si tu veux. Je labellisais même pas ce que je faisais, si tu veux. C'est-à-dire que j'allais à la salle et je poussais vulgairement, enfin, en le disant de manière péjorative. Aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, tout le monde veut un petit peu mettre une étiquette sur ce qu'il fait. Donc, tu as ceux qui font du body, tu as ceux qui font du power, tu as ceux qui font de la force athlétique et qui veulent pas dire qu'ils font du power parce que c'est un terme anglo-saxon. Tu as les haltérophiles, qui vont dire, qui vont te pourrir la gueule si tu dis que tu fais un front squat et que tu fais pas un squat claviculaire parce qu'il faut parler français. Et maintenant, tu as les crossfitters et puis tu as les crossfitters un peu ratés qui sont pas très bons en haltéro, qui sont pas très bons en gym, qui se tournent vers l'Aerox. Donc en fait, si tu veux, tout le monde navigue un petit peu dans, et selon moi, alors après c'est un avis qui est, c'est un peu balayé d'un revers de main, un sujet qui mérite encore un débat, mais au final, pourquoi j'ai l'impression pour, percer sur les réseaux, si tu veux? Pour devenir influenceur Gymshark, pour, choper un contrat MyProt. Hem, alors je dis pas que les gens n'ont pas l'amour de l'entraînement parce que je veux pas m'approprier l'amour de l'entraînement, si tu veux, mais tu vois, des mecs comme moi, des mecs comme Rudy Koya, tu vois, on s'est entraîné avant que les réseaux existent, en fait, et on s'est entraîné juste parce qu'on aimait se matraquer la courge, si tu veux, tu vois. Mm. On n'était pas dans des trends. Aujourd'hui, tout fonctionne en trend, si tu veux. C'est-à-dire que, ouais, en fait, il faut se brander, il faut se rattacher à un clocher. Et moi, pour la petite anecdote, j'ai jamais aimé ça, à tel point que à l'époque, j'étais ambassadeur national Reebok, c'est-à-dire que j'étais, en 4 par 1000, dans les salons du fitness avec ma gueule habillé en Reebok, machin. Et à l'époque, Reebok était encore le sponsor majoritaire du CrossFit. Et ils avaient voulu me payer mon affiliation CrossFit, et cetera, pour que je sois la première box de CrossFit à Dijon. Et j'ai dit non, parce que moi, j'ai toujours voulu garder mon indépendance et jamais souscrire à un club, à un clocher, en fait, si tu veux, voilà. Et aujourd'hui, ben voilà, vu que le fitness maintenant est marketé, comme tout, hein, au final, tout est marketé aujourd'hui. C'est-à-dire que, ben, chaque, concept, est rattaché à une marque ou 2 marques, tu vois? Je sais pas moi, CrossFit, ça a été Reebok, après c'était No Bull, je crois qu'aujourd'hui ça a encore changé, je sais plus ce que c'est, mais Aerox, c'est Puma, et cetera. Donc encore une fois, voilà, tout le monde veut être sexy quand il s'entraîne, tout le monde veut avoir les bonnes sapes, tout le monde veut avoir les bons codes, tout le monde,
Et moi, en vieux boomer, un petit peu vieux combattant, si tu veux, c'est pas des trucs qui me font bander, si tu veux. À tel point que on m'a dit pendant 10 ans, Vince, pourquoi tu fais pas du CrossFit? Tu serais super chaud. Là, ça fait 2 ans qu'on me dit, Vince, pourquoi tu fais pas de l'Aerox? Tu serais super chaud. Et un peu tête de mule en tête de con, je souscris à rien de tout ça parce que j'ai pas envie de rentrer dans des trends, quoi, si tu veux. Voilà. Mais tu parles de trend, mais je pense que c'est venu aussi avec les réseaux sociaux finalement. Parce que maintenant, Oui, oui, tout passe par là. Et bien sûr. Tout passe par là, c'est-à-dire que maintenant, enfin, j'ai envie de penser, alors j'espère me tromper parce que j'ai envie de penser que si Instagram demain claque, il y en a qui arrêteront la muscu en réalité, tu vois. Il y en a qui arrêteront la muscu, il y en a qui arrêteront les stéros. Alors ça pour le coup, c'est bien, si tu veux, parce que ceux qui se chargent juste pour espérer avoir tel physique et derrière espérer avoir des centaines de milliers d'abonnés et tout ce qui s'ensuit. Mais je pense que qui continuerait de s'entraîner comme peut-être ils le font actuellement si Instagram demain n'existe plus, bah, je pense que il y aurait de la casse, si tu veux. Les salles se videraient un peu. De facto, il y aurait moins de monde avec les trépieds, logiquement, si tu veux. Et, euh, et en fait, ouais, parce que le fitness, c'est cool, en fait. Si tu veux. Le fitness, enfin, dans la pensée générale, si tu veux. Alors, ça l'est. Ça l'est parce que ça te fait un meilleur corps. Donc, c'est que tu sois une meuf ou un mec, bah, tu es plus frais, tu es plus sexy, tu as plus confiance en toi. Tu auras un meilleur corps que si tu faisais pas de fitness. Ça tombe sous le sens, si tu veux de le dire. Mais donc, de facto, c'est quelque chose ouais, de cool, si tu veux. Et puis, il y a ce côté, ben, le lion dans la jungle, tu vois. Alors, ça, je vais pas cracher dessus parce que c'est. Moi, la manière dont j'ai toujours communiqué, c'est là-dessus. C'est de montrer que tu as des grosses perfs, c'est de montrer que tu as des grosses barres, c'est de montrer que tu es le lion de la jungle. Voilà, mais c'est dur aujourd'hui, si tu veux. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à poster sur Facebook, alors je dis pas que j'étais le plus solide, mais il y avait beaucoup moins de monde qui postait, si tu veux. Donc, c'était plus facile de sortir du lot et de choquer les gens et de passer pour un monstre. Aujourd'hui, si en 2024, tu crées un compte Insta fitness et en te disant je vais péter sur Insta au fitness, c'est chaud, tu vois. C'est chaud parce que des physiques monstrueux, il y en a des milliers, des millions. Des barres de psychopathes, il y en a des milliers, il y en a des millions. Donc oui, le fitness aujourd'hui, c'est cool, c'est sexy, c'est vendeur, c'est tout ce que tu veux. Mais c'est de moins en moins facile de sortir du lot, si tu veux. C'est-à-dire que c'était plus facile d'avoir un contrat Gymshark il y a 6 ans et un contrat MyProt il y a 6 ans qu'aujourd'hui, quoi, tu vois. Alors après, on peut aussi prendre le problème à l'envers et se dire que si tu es vraiment, 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 vraiment bon dans ce que tu fais et que tu sors vraiment du lot, il n'y a pas de raison que ça marche pas encore en 2024, si tu veux. Si tu as un physique, si tu vois, si tu es le top 1% des physiques et que tu as le top 1% des barres, bah, il n'y a pas de raison que tu sortes pas du lot. Mais voilà, maintenant, il y a aussi le problème que les gens veulent aller vite, enfin les jeunes, tu vois, veulent aller vite et que du coup, bah, le fitness, ça prend enfin, se construire un corps, ça prend du temps, se construire des perfs, ça prend du temps. Mais comme tout, hein, apprendre à devenir le Cédric Grolet de la pâtisserie, j'imagine que ça prend du temps. Hein. Il s'est pas levé un matin et il a pas chié des tartes aux fraises masterclass du jour au lendemain, tu vois. Si tu veux devenir un top guitariste, ça va pas te tomber du ciel non plus, si tu veux. Mais avec le problème du sport, enfin du fitness, que tu vas pas retrouver par exemple dans, je sais pas, la cuisine, la pâtisserie ou la musique ou le chant, j'en sais rien, c'est qu'il y a le dopage qui permet de brûler un peu les étapes, si tu veux. C'est-à-dire qu'un guitariste, un pianiste, un bassiste, j'en sais rien, s'il veut devenir le futur Eric Clapton, il va falloir qu'il s'arrache les doigts sur sa guitare pendant 15 ans avant, si tu veux. Tu vois? Il va pas se mettre des cures de testo pour mieux jouer de la guitare. Le fitness, il y a ce problème de ouais, tu te fais une cure de je ne sais quoi, et puis dans 6 mois, bah, tu auras un physique d'un mec qui s'entraîne depuis 15 ans, en fait. Et l'appât du gain lié aux réseaux sociaux, aujourd'hui, encourage ce genre de dérive et de comportement. C'est vrai, c'est dommage. C'est dommage. Selon moi, c'est dommage. Et on en vient même là, et ça se normalise, tu vois, je pense à ça parce que j'ai vu un peu il y a un mec que je suis un peu de temps en temps, une chaîne anglo-saxonne, s'appelle Greg Doucette. Tu vois, un mec qui fait des reviews de trucs fitness qui se passent vraiment de l'actu chaude, si tu veux.
Et il a parlé d'un influenceur que je connais pas, mais Alex Eubank, là, un blond avec les cheveux longs, là, qui est déjà super connu, qui a déjà 1000 contrats avec plein de marques et tout. Et il est passé aux aveux, entre guillemets, il y a une semaine ou deux, en disant que bah, il allait se mettre 200 milligrammes de testo par semaine parce que la pression de rester lean toute l'année, c'était trop dur. Alors que c'est un mec, je te dis, qui doit déjà gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois avec son corps et son compte, etc. Tu vois. Mais même un mec comme lui, qui, on va dire, a fait le job, qui est arrivé, si tu veux, bah, il subit tellement cette pression des réseaux sociaux que le mec, il se dit, non, mais en fait, je suis tellement noyé dans des physiques incroyables que si je saute pas le cap des stéros, bah, en fait, je vais rester un mec random, quoi, si tu veux. Donc c'est pour, enfin, dans ma lecture à moi, c'est pour te dire à quel point c'est dur aujourd'hui de sortir du lot, si tu veux. Est-ce que tu penses que cet état actuel, il peut évoluer de manière positive ou tu penses que c'est un peu, on peut rien y changer vu comment ça évolue, vu tout l'aspect de nouvelles technologies, les réseaux, tout ça, enfin tout ça est en train d'évoluer encore plus. Est-ce que tu penses que ça va empirer les choses ou il y a quand même des chances que ça rentre dans l'ordre, entre guillemets, façon de parler? Je vois, je vois pas dans quelle mesure ça va. Je pense qu'au global, ça va pas aller en s'arrangeant, si tu veux, parce que la loi du marché fait que voilà, les réseaux sociaux prennent de plus en plus d'ampleur. Qui dit réseaux sociaux dit influenceurs. Donc en fait, maintenant, les gens, j'allais dire de ta génération, sans être péjoratif, hein, mais je pense, considère beaucoup plus que moi, quand j'avais 22 ans, si tu veux, c'était pas une option de péter sur les réseaux. Ça n'existait pas, les réseaux, de fait. Donc, tu cherchais un métier, on va dire, dans la vraie vie, si tu veux. Aujourd'hui, en fait, les réseaux sociaux sont un moyen, ce qui est bien, hein, je pense, tu vois, enfin, les choses évoluent, mais les réseaux sociaux aujourd'hui sont un moyen de gagner beaucoup d'argent. C'est-à-dire que maintenant, les jeunes, tout le monde a compris que tu peux rester devant ton téléphone, aller juste à la salle et avoir un beau physique et faire plusieurs milliers d'euros par mois, si tu veux. Gagner plus d'argent que tes parents qui font un travail, qui se lèvent tous les jours à 6 heures, enfin, tu vois, pour 1823 euros par mois, si tu veux. Donc, en fait, tant que les réseaux sociaux auront cette part dans la société actuelle, auront cette part d'influence par définition, je vois pas comment ça va aller en s'arrangeant, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que la course à vouloir percer, exister, elle va être. Mais en fait, l'issue, enfin, l'issue négative pour moi, c'est que ça crée des, comment dire, des névroses pas possibles, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que, à l'inverse, celui qui n'arrive pas à percer sur les réseaux, il doit considérer qu'il est un loser, en fait. C'est de l'hypothèse, hein, si tu veux, c'est pas il se doit de, j'imagine qu'il se considère comme un loser, en fait. Parce que maintenant, ouais, en fait, tu te dis, pourquoi ce mec-là, il fait 50 000 euros par mois avec son Instagram et moi, je vais bosser pour 1600 euros, tu vois. Euh, et, et- et en fait, avec ce postulat-là, je vois pas comment ça va s'arranger, si tu veux. Et même moi, des fois, je prends du recul un petit peu. Tu sais, tout est cyclique, je pense, pour tout le monde. Si tu veux. Il y a des moments, tu as de l'engouement pour ce que tu fais. Puis il y a des moments, tu prends un peu du recul et tu te dis: «Pff, ça me casse les couilles un peu, en vrai», tu vois. Surtout pour les mecs comme moi qui, bon, moi, je suis de la bonne génération dans la mesure où j'ai vu ce truc apparaître et du coup, bah, j'ai constamment essayé d'être dans le bon wagon, si tu veux. Même si je pense que j'aurais pu, en faisant les choses différemment, être beaucoup plus populaire en termes de followers si j'avais fait les choses différemment il y a quelques années, mais je le regrette pas, si tu veux. Mais il y a des moments où je me dis, ça me pète les couilles de toujours devoir éditer des réels. Enfin, si tu veux, c'est-à-dire que on en est passé à, et moi je le vois, je l'ai vu, à simplement poster. Tu vois, il y a 10 ans, je postais une série de squats sur Facebook. Je faisais 18 000 vues sur Facebook et j'avais 80 commentaires. C'était monstrueux il y a 15 ans, si tu veux, sur Facebook. Maintenant, si je poste juste une série de squats sur mon Instagram, sans edit, sans rien, sans machin, je vais faire 5 000 vues et je vais avoir 4 commentaires, tu vois. Des 4 mêmes mecs vénères qui me suivent quoi qu'il arrive, si tu veux. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux, même au sein de ton following qui est déjà, entre guillemets, acquis à ta cause, entre guillemets, parce qu'à n'importe quel moment, les gens se désabonnent, évidemment. Et ben, il faut constamment rehausser le niveau, il faut constamment coller aux fameuses trends dont on parlait avant.
Est-ce que la manière dont tu édites un réel aujourd'hui, c'était pas celle que tu utilisais il y a un an? Dans 6 mois, elle sera has-been, et cetera, en fait. Et ça, moi, ça me fatigue un peu, monsieur. Moi, ça me fatigue dans la mesure où moi, je vis pas d'Instagram, je vis pas des réseaux. Et en fait, je me dis des fois, c'est chiant, en fait, tu vois? C'est chiant. Alors après, j'aime encore ce questionnement de me dire, à quoi bon, en fait, tu vois? Ouais, 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 je vois. Heu et après, tu as des mecs, qui sont un peu les goats du marketing aujourd'hui. J'imagine tu connais Alex Hormozy, Gary Vee, tout ça, qui eux vont te dire, bah, en fait, il faut poster, 4, 5, 6, 10 fois par jour sur, tous tes réseaux. Il faut constamment poster, constamment, faire de la veille sur ce qui se fait, constamment se rattacher à ce qui se fait. Tu vois, moi, j'ai jamais pris le j'ai jamais pris le train de Snapchat, j'ai jamais pris le train de TikTok. À tort, hein, sûrement, si tu écoutes un mec comme Gary Vee, à tort. Mais en fait, parce que je me dis, sinon tu n'en finis plus, en fait. Tu n'en finis plus et moi, Dieu merci, pour l'instant, j'ai pas besoin des réseaux pour vivre et heu et en fait, j'ai pas envie de m'infliger cette, pression et puis ce truc permanent en fait, de ne vivre qu'à travers tes réseaux, de ne vivre qu'à travers ton téléphone. Après, tu regardes ton temps d'écran, tu te dis que tu es un putain d'abruti qui passe, 8 heures par jour sur un iPhone. À côté de ça, j'achète des livres en permanence. Et je fais le bilan à chaque fois de me dire que sur, 10 livres, j'en ai lu un et demi, ce qui est un aveu d'échec si tu veux. C'est-à-dire que tout le temps que je passe sur Instagram, je ferais mieux de lire des bouquins. Je fais un peu de musique, c'est pareil, tu vois? Tout le temps que je passe, sur Instagram, bah, je le passe pas à pratiquer le piano, enfin, donc en fait, il y a toujours un peu ce côté de se dire: «Les réseaux sociaux font aujourd'hui partie de la vraie vie», mais je refuse un petit peu que ma vraie vie ne se résume qu'aux réseaux sociaux, si tu veux. Enfin, je résume même complètement, je refuse complètement, si tu veux. Voilà. Ouais, ouais, je partage ton avis, mais ouais, j'ai un peu l'impression que c'est un peu voué à l'échec et ben, moi je le vois, tu vois, ben, enfin, je fais des podcasts, j'aime bien poster quelques extraits que je juge intéressants sur les réseaux, mais ça prend du temps. Ouais. Et moi, les podcasts, je fais juste ça pour le plaisir, tu vois, je vis pas des podcasts. Moi, je suis étudiant, j'ai mes études, je fais mes trucs, et je me dis, des fois, je suis culpabilisé de pas faire d'extraits parce que j'ai pas le temps. Mais finalement, bon, j'ai pris un peu de recul par rapport à ça. Si j'ai pas le temps, les extraits, je les fais pas parce que d'un côté, je m'en fous un peu parce que c'est pas ma priorité. Quoi, ma priorité, c'est mes études, c'est la prépa que je fais dans les clubs, etc. Mais il y a quand même ce truc où tu dis, ouais, t'as l'impression que tu dois le faire, mais finalement, genre, t'es pas obligé, c'est pas la vraie vie, mais t'es Alors, influencé ouais, par mais le fait de. alors après, enfin, faut prendre du recul avec ce que je viens de dire et faut aussi te poser les bonnes questions. C'est-à-dire, enfin, comme toute chose qu'on entreprend, toi, moi, peu importe, tu as quand même à cœur que ça marche, si tu veux. C'est-à-dire que là, Oui, tu passes 1 heure et demie sur Skype avec moi. Bon, tu as quand même à cœur que ça fasse plus que 33 vues, si tu veux. Sinon, tu auras perdu 1 heure et demie, j'aurais perdu 1 heure et demie. Bon, on aura discuté. Enfin, voilà, c'est cool si tu veux, mais tu auras, toi, en tant que podcast host, perdu 1 heure et demie de ta soirée, tu vois. Tu aurais pu être, je sais pas, avec ta meuf, avec tes potes, halluciner, si tu veux. Et moi, quand j'ai créé un podcast à l'époque à Dijon, que j'avais repris l'année dernière à Dubaï, pour le coup, j'étais dans un paradigme un peu différent, c'est-à-dire que moi, je voulais vraiment que ça marche. C'est-à-dire, j'avais dit sur Instagram: «Je veux être le Joe Rogan français», ce qui d'ailleurs, si un jour je reviens en France, ça sera ma priorité, je pense, au-delà de travailler, mais ça, enfin, et en fait, heu, il y a aussi le alors non pas que je n'ai plus d'ambition, bien au contraire, si tu veux, mais tu as 22 ans et il faut quand même que tu aies encore cette grinta de te dire, «Si je fais un podcast, il faut qu'il pète mon podcast», tu vois? Moi, c'est mon conseil que je te donne et en fait, c'est ce que disait, bah, je crois que c'est Alex Hormozy et Chris Williamson, tu vois qui c'est? Qui a un podcast américain qui maintenant prend une ampleur, démentielle, si tu veux. Tu Je vois? connais, ouais. J'écoute pas Ouais. spécialement, mais. Non, mais en fait, ils disent tous ils disent tous que tout le monde, en gros, enfin, parce que maintenant, c'est pareil, avoir un podcast, c'est un flex, si tu veux. C'est-à-dire que c'est cool d'avoir un podcast, mais ça l'est vraiment. Moi, je le pense, c'est cool, tu vois? Je kiffe. Mais en fait, tout le monde, enfin, ces mecs-là, ils vont te dire: «Ouais, tout le monde veut un podcast, mais personne va faire 30 épisodes
et accepter de faire 800 vues sur 30 épisodes, en fait. C'est-à-dire que la majorité des gens qui vont créer un podcast, ils vont faire, je sais pas moi, 5, 6 épisodes. Ils vont voir que les vues, elles stagnent entre 200 et 600 vues. Peut-être un pic à 2000 pour un. Ils vont se dire, vas-y, ça me casse les couilles, j'arrête. En oubliant que c'est peut-être au 31e ou au 43e que l'invité fait que ça va péter ou que le réel que tu vas justement éditer va faire que ça va devenir viral. Et c'est ce que j'avais mis sur mon Instagram il y a quelques temps dans un réel, c'est abandonner aujourd'hui, que ce soit un podcast, que ce soit une prépa pour une compète, etc. Bah, c'est accepter que demain, éventuellement, tu aurais réussi. Toi, le mec qui nous regarde, qui a un podcast aussi, et en fait, c'est si tu es dans cette optique, comme tu l'es, j'imagine, puisque sinon tu m'aurais pas contacté, d'avoir un podcast et de le faire vivre, je pense qu'il faut pas que tu fasses l'économie de l'édit des réels. Alors, moi, tu vois, quand je faisais un podcast, j'essayais vraiment d'avoir ce côté professionnel de. Mais bon, moi, j'ai, entre guillemets, la chance de pouvoir avoir une team avec moi, si tu veux, de déléguer, donc de payer des gens pour faire les réels, etc. Mais en fait, du coup, il faut que tu te dises, je le fais parce que tu sais pas lequel va marcher, encore une fois, si tu veux. Et tous les mecs, quel que soit le domaine, ça paraît de la leçon des leçons de vie un peu bateau, mais quel que soit le domaine, tout le monde a été débutant, tout le monde a eu des doutes, tout le monde s'est dit, ouais, mais t'as vu, c'est un peu moyen ce que je fais, les vues, les machins, jusqu'au jour où, en fait. Et Chris Williamson, et même Alex Hormozzi, je crois, à l'époque, il avait un podcast sur sa chaîne YouTube ou même sur Spotify. Je crois il a dit que pendant 2 ans, il a fait un podcast où il faisait 500 vues par podcast. Pendant 2 ans, t'imagines? Il en faisait un par semaine, je crois. T'imagines la résilience qu'il faut pour accepter pendant 2 ans, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, de sortir un truc qui fait que 500 vues à l'échelle des États-Unis, si tu veux. C'est que tu te dis, j'ai un podcast de clochard. Tu vois, tu te dis, ça intéresse personne. Et tu vois où il en est, et tu vois où il en est aujourd'hui, si tu veux. Et un Chris Williamson, c'est pareil. Le mec qui maintenant va interviewer les plus grosses, on va dire, stars dans leur domaine actuel, tu vois. Pendant X années, il a eu un podcast qui végétait, si tu veux. Euh, et, et, et moi, quand je fais un peu l'historique du mien, comment il évoluait à Dijon au bout du 15e épisode, bon, moi, c'est différent. Je ne l'ai pas abandonné. C'est juste que je suis parti, comme je te l'ai dit, en Russie. Et que du coup, bah, de facto, j'étais plus avec mon équipe et que j'avais plus accès à tout cet environnement d'invités français, si tu veux. Mais je pense, avec du recul, que si ça en est à peu Ouais. près 2 ou 3 ans après, je pense que mon podcast aurait pété, si tu veux. Parce qu'en fait, il y a un peu l'effet boule de neige tout le temps, c'est-à-dire que tu as un invité va te ramener un autre invité, que si l'invité a un peu un plus gros following, bah, tu vas demander à un mec qui a un peu un following équivalent, il va te dire oui parce qu'il a vu qu'un tel a dit oui, etc., etc. Et c'est comme ça que tu montes un peu les strates, tu vois. Ça marche pour tout le monde pareil, si tu veux. Et en fait, moi, du coup, ton conseil, tu m'as pas demandé de conseil, donc tu vas te dire pourquoi tu m'en donnes un, mais c'est de continuer en réalité, si tu veux. C'est de pas le lâcher, ce podcast. Ou alors arrête-le, si tu veux. Mais si tu te dis, ouais, vas-y, on s'en bat les couilles du réel, ouais, on s'en bat les couilles, c'est sûr, parce que t'en fasses un ou que t'en fasses pas, on est d'accord, ça va pas te rapporter 500 euros de plus à la fin du mois, ça va. Mais en fait, il faut que tu te dises jusqu'au jour où. Et le jusqu'au jour où, il est important, en fait. C'est ça qui est décisif dans n'importe quelle réussite. C'est je m'accroche jusqu'au jour où. Tu vois, je sais pas, je fais l'analogie avec la course à pied. La course à pied, quand tu commences, pour n'importe quel être humain, c'est dégueulasse. Mais il y a ceux qui vont continuer et qui, au bout de 3 mois, vont commencer à prendre du plaisir et qui, peut-être 3 ans après, seront marathoniens. Et il y a ceux qui, dans les 3 mois, vont se dire ah putain, vas-y, ça me casse les couilles, c'est trop dégueulasse, j'en ai marre. Et puis là, ils commencent à faire mauvais et qui arrêtent et qui seront jamais des coureurs, si tu veux. Alors, c'est pas grave de ne pas être un coureur. Mais si à un moment donné, tu as commencé la course à pied en te disant que c'était un kiff, un rêve de faire un SMIT, de faire un 10 km, de faire un marathon, mais qu'aux premières douleurs, t'arrêtes, qu'au premier run un peu dégueulasse en termes de sensations, t'arrêtes, bah, tu t'accèdes jamais à l'étape d'après, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et cette étape d'après, ben, encore une fois, qu'importe le domaine, selon moi, tu y as accès que si tu passes ce cap où tu végètes, où t'en chies, où tu as l'impression que tu es une merde. Moi, ça fait 5 ans que j'ai commencé le piano, j'ai encore aujourd'hui l'impression que je suis une merde, si tu veux. C'est beaucoup lié à mon manque de pratique hebdomadaire, je le sais. Mais du coup, ça renforce mon sentiment d'être une merde et de trahir la promesse que je me suis faite d'à 40 ans être un bon pianiste.
C'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'avais 33 ans. Donc, si tu veux, quand tu as 33 balais, tu te dis, ouais, à 40 ans, je serai bon. Tu as 7 ans devant toi. Tu te dis, ouais, 7 ans, frérot, je vais y arriver à être bon, tu vois. Le fait est que là, j'ai 37 ans et que bah, ma vie actuelle, les voyages, les machins, font que je joue beaucoup moins et que je suis moins bon que quand j'avais 35 ans. Mais que mes 40 ans, ils se rapprochent et que je suis en train de me dire, bah, en fait, ma promesse que je m'étais fait d'être un bon pianiste à 40 ans, ça sent le sapin, si tu veux, tu vois. Donc, c'est pas au détriment de tout parce que à côté de ça, voilà, ma vie professionnelle, elle a évolué. Il y a plein de belles choses qui se développent et je suis papa, donc c'est du temps en moins pour jouer. Mais du coup, voilà, il y a des choses qui passent à la trappe. Et en fait, c'est d'accepter de te dire, bah, à 30 ans, c'est-à-dire que, enfin, quand tu auras 30 ans, t'imagines que moi, là, j'en ai 38, on se parle, si tu veux. Donc, à 30 ans, tu es encore vraiment, enfin, 30 ans, c'est Gary Vee, il va te dire les 40, c'est les nouveaux 20, si tu veux, tu vois. Donc 30 ans, c'est encore terriblement jeune, tu vois. Et il faut pas que toi, à 30 ans, tu te dises, putain, ça se trouve, je serai un podcast, ça se trouve, je serai le plus gros podcast français, tu vois. Je suis un clochard d'avoir arrêté il y a 3 ans, tu vois. En fait, il faut comme pour toute chose que tu entreprends, il faut pas regarder sur le court terme, tu vois. C'est C'est ces grandes phrases de les gens surestiment ce qu'ils sont capables de faire en 6 mois, mais ils sous-estiment ce qu'ils sont capables de faire en 10 ans. Et toi, en tant qu'individu, en tant que podcasteur, parce que là, je parle pas aux préparateurs physiques, mais aux podcasteurs, et ben, c'est projette-toi à tes 30 ans. Dis-toi, à mes 30 ans, mon podcast, il ressemblera à quoi? Et tu as 22 ans, c'est dans 8 ans. Imagine le nombre de podcasts que tu peux accumuler, le nombre d'invités que tu peux avoir, la manière dont tu vas faire évoluer ton setup, tu vas changer de cam, tu vas te professionnaliser, peut-être tu vas venir à gagner un peu mieux ta vie. Donc tu vas te dire, bah, par mois, je prends 500 balles pour éditer des réels par un mec qui sait faire des beaux réels, etc., tu vois. Toutes ces choses-là, si tu le décides, vont te faire progresser, si tu veux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, je mets un petit peu de nuance à ce que j'ai dit avant par rapport au réel. C'est surtout dans le sens, c'est pas que je veux pas en faire, parce que quand j'ai le temps, j'en fais, tu vois, ça me dérange pas et je sais que qu'il faut passer par là si on veut améliorer son podcast, le faire grandir, etc. Et c'est aussi mes ambitions, mais c'est surtout par manque de temps sur le fait que ce soit pas ma priorité et mon activité principale, tu vois. Et le fait aussi que je suis pas non plus en capacité de déléguer là-dessus, quoi. Ça a coupé. On fait pas ton hein, mais est-ce que ce que tu justifies comme du manque de temps, est-ce que c'est légitime d'après toi? C'est juste une question, je connais pas ta vie, on se connaît pas, on n'est même pas. Est-ce que tu es légitimement en manque de temps? Est-ce que tu as une vie de famille? Est-ce que tu as une vie de couple qui te prend du temps? Est-ce que, est-ce que tu cumules plusieurs emplois? Enfin, je sais pas, je te demande, hein, peut-être que oui, hein, peut-être que tu as 3 gosses, peut-être que tu as 3 boulots, j'en sais rien, hein, tu vois. Euh, Combien de temps tu passes sur Netflix à regarder des films? Combien de temps tu passes dehors à chiller avec tes potes? Tu vois, est-ce que tout ce temps-là, tu peux pas, si ça te tient réellement à cœur, l'allouer à faire des réels, par exemple, si c'est ce que tu as identifié comme étant un besoin pour toi pour évoluer? Alors non, j'ai pas, j'ai pas une vie de famille, mais pour te donner un ordre d'idée, du coup là actuellement, moi je suis en dernière année de master en prépa physique. Staff? J'ai pas un stage, j'en ai deux. Les deux Ok. stages me prennent du temps. Je suis sur Montpellier. J'ai un stage qui est à Nîmes. Donc j'y vais 4 fois par semaine. J'ai le temps de route, j'ai toute la préparation. Je pense que Ouais, ouais. le coaching, tu as 1 heure de coaching, mais tu as tout ce que tu fais avant. Il y a ce que tu fais après. Il y a les études, il y a les travaux, il y a les évals, il y a tout ça. Il y a une partie de vie perso aussi qu'il faut pas enlever, qu'il faut pas négliger. Il y a le fait que je suis pas chez mes parents, j'ai mon propre appart, donc il y a tout ce qui va avec. Il y a tout ça, tu vois. Donc il y a des moments, je pourrais. Si, il y a quand même, je fais quand même des grosses semaines. Je suis pas, j'ai pas un emploi de temps de ministre non plus, hein, mais le manque de temps, si pour moi, je pourrais prendre le temps pour le faire, mais je pense que par moment, ça serait au détriment de d'autres choses. Et je veux pas que les réseaux sociaux prennent le pas Ouais, mais très bien. sur, sur un Mais investissement, sur autre chose, tu vois. en fait, dès lors que toi, tu t'es admis que
que les autres choses auxquelles tu alloues du temps étaient prioritaires par rapport à ça, c'est très bien en fait. Moi, je te disais ça dans une optique où tu es un peu dans la dualité ou le regret, si tu veux. Mais si pour toi, Ouais, c'est quelque chose qui est vraiment du side business sans rémunération, mais si tu veux, tu m'as compris, bah alors te force pas si tu veux. Et peut-être que tu auras le déclic, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, enfin, ce que moi je ressens, c'est cyclique, si tu veux. C'est-à-dire que moi, là, j'ai une chaîne YouTube, bon, c'est une petite chaîne, tu vois, mais il y a des moments où pendant un mois, je vais avoir l'engouement de faire des vlogs. Si tu veux, la dernière fois que j'étais à Moscou il y a 2 semaines, j'ai pris un vidéaste, on a tourné 3 vlogs en une semaine. J'étais chaud, j'étais motivé, j'avais plein d'idées, de trucs à faire. Là, je suis passé une semaine à Moscou, j'ai pas contacté le mec parce que j'étais pas dans le mood de faire des vlogs, si tu veux. Et en fait, c'est cyclique. Les podcasts, c'est pareil. Là, je suis plus trop dans le mood podcast. Ça va peut-être me retoquer un jour. Peut-être que donc il y aura peut-être un moment où une fois que tu te seras libéré de tes stages, que tu auras fini ton diplôme, où tu vas te dire, ok, ben entre guillemets, je fais plus le larbin dans les clubs comme on le connaît quand tu es stagiaire. Ben, j'aurai mm. plus de temps pour faire d'autres choses. Et voilà, enfin, parce que encore une fois, pour ton cas à toi, il faut remettre l'église au milieu du village. 22 balais en réalité, il y a, il y a zéro urgence. Il y a zéro urgence et il y a zéro nécessité de te flageller, tu vois. Ouais, ouais. Mais sinon, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut pas lâcher. Ça, pour le coup, ça, je continue à le faire. Mais dans tout domaine de la vie, hein, je pense, je te rejoins à 100% là-dessus. Bah après, ouais, lâcher, c'est facile, si tu veux. C'est comme. Encore une fois, je reprends l'analogie parce que je trouve que c'est avec la course à pied, si tu veux, tu peux souffrir ta mère sur que ce soit 3 kilomètres ou un semi. Dans ta tête, tu sais que tu as cette possibilité de juste arrêter de courir et de te mettre à marcher. Et toute ta souffrance, elle s'arrête, si tu veux. Donc en fait, la solution, tu l'as, elle est simple. C'est juste, mec, tu souffres, et ben marche. Et tu souffriras plus, c'est fini, tu vois. C'est pas comme souffrir quand tu es malade, tu es hospitalisé ou c'est de la vraie souffrance. Là, tu cours, tu souffres, tu peux plus supporter, bah juste marche et tu souffres plus en fait. Mais du coup, tu n'auras pas cette satisfaction d'être allé au bout, de t'être dépassé, d'avoir, tu vois. Et là, c'est pareil. Ça te prend du temps, les podcasts, machin, et peut-être que tu sors la vidéo, tu te dis, ah, ce mec-là, peut-être il a tant d'abonnés, je vais faire tant de vues, tu les fais pas, tu es dégoûté. Mais c'est là qu'il faut pas lâcher. C'est là qu'il faut que tu te dises, non, mais c'est pas grave, je vais recontacter un autre mec, et peut-être que lui, sa vidéo, elle va marcher, etc. Et jusqu'au jour où, en fait. Et il y a tellement, et en fait, je pense que le ratio des mecs qui sautent du train avant d'être arrivés, il est tellement plus important que les mecs qui lâchent pas, qu'au final, même si on est dans un monde où il y a beaucoup de choses, beaucoup de contenu, beaucoup de mecs qui font des. Il y a, il y a- il y a- encore une fois, c'est un peu du quote de Hormozzi, mais il y a tellement de mecs qui vont arrêter leur podcast avant le 20e épisode que toi, si ne serait-ce que tu vas jusqu'au 22e, déjà tu vas sortir du lot, si tu veux. Et en fait, ça, je pense que c'est C'est un peu une vrai. réalité. Et ça, c'est un peu une réalité pour tout, en fait. C'est qu'on est malheureusement dans un monde où je pense qu'il y a quand même beaucoup de médiocrité, si tu veux, dans ouais, le refus de se faire violence, la facilité, etc. Et en fait, dès que tu fais le taf un peu plus que les gens, dès que tu charbonnes un peu plus que les gens, à mon sens, bah, tu sors quand même du lot, si tu veux. Tu sors quand même du lot. Et sortir du lot, encore une fois, hein, parce que malheureusement, maintenant, en fait, sortir du lot, c'est connoté réseaux sociaux. C'est-à-dire sortir du lot, c'est passer de 960 abonnés à 25 000, 100 000, tu vois. Mais sortir du lot, c'est avant tout sortir du lot dans la vraie vie, si tu veux. Tu vois, c'est-à-dire trouver un taf qui te plaît, c'est-à-dire bosser pour une équipe qui te plaît quand tu es préparateur physique, c'est-à-dire être reconnu comme quelqu'un de bien, réussir sa vie sentimentale, réussir sa vie professionnelle. Tu vois, c'est ça sortir du lot aussi de nos jours, tu vois. Parce qu'il y a aussi tellement de tentations et de papillonnage au sens large avec les réseaux sociaux et les questionnements que ça engendre et les infidélités de vie sentimentale, les infidélités de pensée, c'est-à-dire de constamment changer toi d'avis, de faire la girouette parce que tu vois un truc, t'en vois un autre, qu'en fait, ben, ça a un impact négatif même dans ta vraie vie, si tu veux, hors téléphone. Et que du coup, si tu arrives à garder la tête froide de nos jours et à pas perdre de vue que réussir ta vie, c'est pas que réussir à accroître tes followers, bah déjà, tu sors du lot. Et tu sors même encore plus du lot, je dirais, aujourd'hui, tu vois.
parce que tu arrives à te dissocier de ce prisme réseaux sociaux qui, quoi qu'on en dise, selon moi, n'est pas la vraie vie, si tu veux. Ouais, c'est sûr. Et quel conseil tu pourrais donner aux personnes du coup pour éviter comment on formule ça, de rester focus sur ce qu'ils font, de pas lâcher, de pas se laisser tenter par ce qu'il y a à droite, à gauche, et ouais, de rester focus sur ce qu'ils font, leurs projets, etc. Et ouais, quel conseil tu pourrais donner aux gens? Et tu faisais l'analogie avec la course à pied tout à l'heure où, ok, tu as cette solution qui est facile, tu en as plein qui vont peut-être, ok, bon, bah, je vais marcher. Qu'est-ce que tu dirais aux gens, toi, qui veulent marcher, mais qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils continuent à courir, justement? Alors, première partie de ta question, je pense que la réponse la plus simple et la plus limpide, c'est de faire ce que tu aimes, en fait. C'est-à-dire que quand tu fais les choses parce que c'est un vrai feu intérieur ou que c'est vraiment un truc, tu sens que tu es tracté par cette chose-là, tu es déjà moins dans le questionnement de vouloir abandonner à mon sens. C'est-à-dire que le mec qui va commencer tous les projets, qui va commencer des trucs qui n'ont ni queue ni tête, où tu as pas spécialement d'intérêt, mais parce que justement c'est trend, que c'est le truc du moment, mais que, je sais pas, par exemple, si tu te dis: «Waouh, c'est vrai que les podcasts ça pète, il y a oui, c'est un moyen d'avoir beaucoup d'abonnés», ça l'est, tu vois? Enfin, parenthèse, moi je gagne toujours beaucoup plus d'abonnés quand je sors un podcast que quand je sors un vlog, mais ça a rien à voir si tu veux. Mais en fait, quand tu lances un podcast, mais que tu aimes pas parler aux gens, que tu sais pas t'exprimer correctement, que tu sais pas formuler des questions, que tu es pas curieux et cetera, bah, toi tu vas le ressentir, les abonnés vont les invités vont le ressentir et du coup, ça va faire un truc un peu bordel, si tu veux. Quand tu es bon et que ça te passionne, les gens vont le sentir. C'est-à-dire que toi, tu vas sentir que tu prends ton pied, tu vas sentir que l'invité, il est à l'aise. Et, et en fait, cet engouement que tu vas générer autour de ce que tu fais et que tu vas ressentir quand tu le fais, si tu veux, c'est comme quand tu es avec quelqu'un, quand tu es avec une meuf ou quand tu es une meuf et que tu es avec un mec et que tu es amoureux, tu te demandes pas si tu vas la tromper ou tu te demandes pas si tu vas la larguer, si tu veux. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence que c'est cette personne-là et que c'est pas une autre. Tu vois, le, quand tu te mets avec quelqu'un les 3 premiers mois, mais tu préférerais te casser les deux genoux que de pas passer du temps avec cette personne en général. Quand tu es vraiment dans tu vois, le fairy tale, le conte de fées, si tu veux. Et ben, en fait, il faut que tout ce que tu fasses, tout ce que tu entreprends. Alors après, moi, c'est un peu ce qui fait, je pense, que les gens adhèrent à ce que je dis, ou enfin, les gens dans ma communauté, hein, qui est pas immense, mais ou en tout cas que les gens m'accordent de la crédibilité, c'est parce qu'ils sentent que je fais les choses par passion, si tu veux. Et en fait, quand tu fais les choses par passion, et l'amour, comme je te l'ai décrit avant, au sens passionnel, c'est tout ce que tu entreprends par passion, tu es voué à y arriver, si tu veux. Parce que tu vas y mettre tout ton cœur, tu vas y mettre toute ton âme, tu vas y dédier tout le temps qui est nécessaire. À l'inverse, quand tu vas faire, ouais, quand tu vas faire un truc, tu vois, je sais pas, moi, par exemple, je sais pas, je vais te dire une bêtise, je vais dire: «OK, je vais commencer les échecs demain». J'aimerais bien savoir jouer aux échecs, si tu veux, mais parce que je vais me dire: «Ouais, mais attends, parce que si je deviens bon aux échecs, je vais pouvoir flexer sur Insta, ça va rajouter un petit peu à mon personnage entre guillemets de mec solide, mais en même temps de mec, qu'on a dans la tête. Vas-y chaud, je vais jouer aux échecs». Mais si les échecs, c'est pas vraiment ma passion et que c'est un truc que j'ai en tête depuis 10 ans, bah, je vais jouer, mais tu vois, je vais commencer, puis je vais arrêter, puis et ça va donner un truc, au final qui va mener à rien. Quand j'ai commencé le piano, ça faisait déjà 10 ans que je me disais, que je disais à tout le monde: «J'ai envie de jouer du piano». Je regrette quand mes parents, quand j'avais 6 ans, m'ont demandé de faire du piano. Je regrette tous les jours depuis cet âge-là de ne pas avoir dit oui. Ce qui fait que quand j'ai commencé, bah, même si je gagnais moins bien ma vie qu'aujourd'hui, bah, j'arrivais à trouver l'argent pour faire 3 cours par semaine et j'arrivais à trouver le temps pour jouer 3 heures par jour. Bon, alors après, je vivais tout seul à Lyon à cette époque-là, et j'avais pas de gamin et cetera, mais en fait, quand tu es passionné par un truc, que ça t'obsède, bah, tu le fais sans. T'as pas cette peur de l'échec ou de l'abandon, tu vois? T'as pas la certitude que tu vas devenir bon, tu as même souvent la certitude que tu ne deviendras pas aussi bon que tu l'espères. C'est parce que voilà, c'est pas tous les gens qui commencent un instrument qui deviennent des Chopin ou des Jimi Hendrix ou que sais-je, tu vois? Heu et c'est pas tous les mecs qui se mettent à la course à pied qui deviennent des Kipchoge.
Mais si tu fais quelque chose et que ça te tient vraiment à cœur, tu vas y arriver, tu vas avoir des résultats. Après il y a mais j'ai pas envie de rentrer là-dessus parce que c'est cliché, ça a trop été. Après il y a le moment où tu as envie d'arrêter parce que c'est aussi le cas pour tous, si tu veux, et encore une fois, l'analogie avec la vie de couple, elle est là, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a aucun couple qui, après 5 ans ou 10 ans, est dans ce feu sacré des 3 premiers mois dont je t'ai parlé, si tu veux. Et après, c'est à quel point là, rentrer à la salle, si tu veux. C'est-à-dire que dans les 3 premiers mois, ça va pas te venir à l'idée. Au bout de 10 ans, après X engueulade, tu vas te dire: «Vas-y, il me casse les couilles celui-là, je vais me faire baiser par mon collègue de salle, si tu veux, ou je vais baiser, machine», tu vois? Et c'est pareil dans le sport, c'est-à-dire qu'en muscu, tu connais ça, il y a des plateaux, mais si à chaque fois que tu as un plateau, tu te dis: «Vas-y, je vais arrêter», bah, tu avances pas, en fait, tu vois? Ou si quand tu es en diète, que ça fait, je sais pas moi, 3 semaines tu es en diète et que tu te dis: «Bah, vas-y, il me reste encore 2 semaines de diète avant ma compète» et que tu craques, bah, tu vas rater ta compète. Donc après, c'est là qu'arrive le fameux truc qui maintenant est devenu célèbre de discipline, si tu veux. De te dire: «OK, bah, là, je rencontre un obstacle, mais à quel moment un obstacle, ça me donne le droit d'arrêter?» Non, l'obstacle, il doit au contraire me montrer qui je suis, si tu veux. Il doit au contraire me prouver à moi-même et pas aux autres, j'insiste bien sur le «à moi-même», qu'est-ce que j'ai dans le ventre. Pour tout, hein, pas que pour le sport, pas que pour, si tu veux, voilà. C'est-à-dire que si tu te considères comme étant un être humain, digne de respect, bah, ouais, c'est-à-dire qu'à la moindre engueulade, tu vas pas tromper ta meuf. C'est-à-dire que si tu es en planif et que tu prépares un semi ou un marathon, bah, tu vas pas, à la moindre, séance dégueulasse ou même semaine dégueulasse, te dire: «OK, bah, vas-y, je fais pas ma course». En fait, si tu fais et je pense que ce que tu fais dans un domaine se répercute dans les autres domaines. C'est-à-dire que si, entre guillemets, «tu es un lâche» dans ta vie perso ou professionnelle, bah, tu seras un disons que si tu es un lâche dans ta vie perso, tu seras un lâche dans ta vie professionnelle. Si tu es un lâche dans ta vie professionnelle, tu seras un lâche dans ta vie personnelle, si tu veux. Et après voilà, c'est juste des tempéraments, mais c'est moi, à titre perso, si tu me demandes un conseil et c'est ce que je me suis toujours dit et ce que je dis des fois sur les réseaux, c'est en fait, je me dis constamment, mais je me le dis dans ces termes, je me dis: «Si je fais pas ça, je suis une pute». C'est vraiment comme je l'avais dit dans un vlog il y a quelques semaines, des fois, tu sais, tu fais du leg extension, ça crame, il te reste 2 reps, tu as envie de crever. Je me dis: «Mais en fait, si je finis pas, si je fais pas les 15 reps, ma famille, elle meurt». Mais je me le dis réellement, si tu veux. Où Mmh. je me dis si là, tu vois, par exemple, je suis pas du tout un GOAT de la course à pied, hein, mais bon, là, je suis à Moscou, j'ai fait 44 bornes en 4 jours d'affilée, si tu veux, donc c'est correct, tu vois, pour un mec de 92 kilos, voilà. Mais la séance d'aujourd'hui, je m'étais dit: «Je pars demain», je m'étais dit: «Je vais faire 4 jours d'affilée». Et je t'avoue que tout à l'heure, je me suis dit: «J'ai pas du tout envie, mais je suis une pute si j'y vais pas». Parce que je me suis dit à moi-même: «Tu vas faire 4 jours d'affilée». Et en fait, c'est juste ça, c'est d'avoir ces petits leviers, ces petits ouais, cette petite, ce petit mentalisme sur toi-même, si tu veux, tu vois? C'est toi qui fais de la prépa physique, je pense que ça te parle, tu vois? C'est chaque athlète que tu vas avoir, il va répondre à des stimuli différents, si tu veux. C'est les neurotypes de Thibaudeau, par exemple, tu vois? C'est qu'en gros, Ouais. on coache pas 3 personnes de la même manière, si tu veux, parce que ces 3 personnes auront peut-être pas le même neurotype, selon lui, et que du coup, ils vont pas répondre à la même chose. C'est-à-dire que tu en as, ils vont répondre au: «Ah mais en fait, tu es une merde», et ça va les chauffer, et d'autres, tu vas leur dire: «Ah mais en fait, tu es une merde», et ça va les inhiber, si tu veux. Et donc ça, c'est si tu le tu une merde, c'est pas du tout exhaustif, hein. Il y a 1000 exemples, si tu veux, des leviers que tu peux avoir sur les gens. Mais ces leviers que tu peux avoir sur les gens quand tu es coach et préparateur physique, bah, faut aussi les avoir sur toi-même, si tu veux. Et c'est que moi, je fonctionne pas à titre perso à la récompense et à l'autosuçage de bite. Moi, je fonctionne à l'autoflagellation. C'est-à-dire que je fonctionne à me dire que j'en fais pas assez, que je suis une merde si je fais pas ci, que je suis une pute si je fais pas ça, plutôt que de me dire: «Ouais, mais quand même gros, tu as fait 30 bornes, c'est beau», tu vois? Bah non, je préfère me dire: «Ouais, mais j'en ai pas fait 40», si tu veux, tu vois? Voilà. Et ça me booste plus que de me dire: «J'ai déjà fait ça». Je préfère me dire: «J'ai pas encore fait ça». Mmh. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et après voilà, donc je crois que tu m'avais posé une deuxième question, je sais plus ce que c'est. Ah, Tu c'était sur, avais oui, l'analogie avec la marche, quand tu es en train de courir. ah, c'est ça, ouais. Un peu d'un Bah, point de vue un peu plus,
sportive, mentale, sportive, etc. Bah, pareil, hein, sincèrement, moi, l'envie de marcher sur un 10 ou un 15 bornes, je l'ai au moins une fois à chaque fois, tu vois? Si tu veux. Enfin, soit parce que c'est un jour où j'ai mal, soit parce que c'est un jour où je suis parti trop vite et que du coup, j'ai le cardio dans le rouge. Mais en fait, c'est toujours de se dire, que la récompense, quand tu passes par ces états psychologiques, elle est 1000 fois plus savoureuse que quand en fait, c'est comme, je pars du principe que être bon quand tout va bien, c'est facile. Ça veut pas dire que ça t'enlève ton mérite, mais ça veut dire que ça veut dire que, je sais pas moi, quand toutes les planètes sont alignées, que c'est l'idylle avec ta meuf, qu'elle t'a dit que tu étais un dieu, au lit, la nuit dernière, que ton compte en banque, il est plein, que tes parents sont en bonne santé, que tu vois? Que tout va bien, que tu as décidé d'aller courir et qu'il fait beau mais pas trop chaud. En fait, tout va bien. Donc tu aucune raison d'échouer, si tu veux. Tu peux même pas tolérer d'échouer. À l'inverse, quand il y a des trucs qui vont mal, bah, en fait, c'est de te dire: «OK, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ça ou ça qui se passe mal dans ma vie et en plus», je sais pas, tu connais Astérix, un peu la bande dessinée? Oui, ouais, ouais, ouais. Les pirates qui, quand ils voient, Astérix et Obélix arriver, qui coulent eux-mêmes leur bateau, si tu veux, avant même qu'ils arrivent, si tu veux. En fait, c'est Mm. toujours ce que je dis aux gens, c'est pas parce qu'il y a une petite fuite sur ton bateau qu'il faut faire comme eux et couler le bateau tout de suite. Essaye de colmater la fuite, essaye de colmater la brèche. Et pour le coup, je l'ai vécu cette semaine. Si tu veux, je vais te faire une confidence, ça n'a rien de secret, mais mon fils était malade. Je suis parti à Moscou, il avait 41 de fièvre, mais vraiment 41, si tu veux. Et donc j'étais vraiment inquiet, etc. Et il y a eu avant-hier, je voyais sur ma Garmin les SMS qui arrivaient de ma femme qui me disaient, enfin, on croyait que ça allait mieux, et elle me dit: «Oscar a de nouveau 39,5, j'étais en plein en train de courir, si tu veux». Et en fait, ça m'a pas traversé l'esprit d'arrêter, mais je me suis dit: «En fait, attends, il y a ta femme qui est en train de te dire, il y a ton fils qui a de nouveau quasiment 42 fièvre, tu as autre chose à faire que de courir». Mais après, en étant rationnel, j'ai autre chose à faire. Oui, effectivement, mais non, parce que je suis pas dans le même pays, je suis pas avec lui, je peux pas aider. Et après, je me suis dit autre chose, je me suis dit, mais ce qui est pas rationnel, parce que ça n'a aucun lien de causalité, mais je me suis dit: «Bah, je vais le faire pour lui, et juste parce que je suis inquiet, je vais me dire: "Je vais aller au bout de ma course et ça va le guérir".» Alors, encore une fois, ça n'a aucune rationalité médicale, si tu veux. C'est pas J'aurais pu faire un marathon, j'aurais même pu faire un ultra et courir toute la nuit, ça aurait pas fait baisser sa fièvre, mais moi, dans ma tête, si tu veux, j'ai utilisé ce jour-là, ce levier pour pas arrêter ma course, en me disant: «Fais-le pour ton fils, il est malade». Et en fait, comme je te disais tout à l'heure, moi, le fait d'être père, ça me tient beaucoup à cœur, parce que je me dis tout le temps, depuis que je suis père, j'ai pas envie que mon fils pense. Alors, le fait est qu'il pense rien de moi à l'heure actuelle parce qu'il a 3 ans, mais je me dis tout le temps, j'ai pas envie que que mon fils pense que son père, c'est une pute, tu vois? Mm. Et j'ai pas envie que mon fils, depuis qu'il est né, sache un jour que, bah, je me suis moins entraîné parce qu'il est né, que tu vois, en fait. Et c'est ce que je te disais il y a 5 minutes, c'est constamment ces petits leviers qui moi, m'aident un petit peu, voilà, parce que je suis comme tout le monde, j'ai aussi envie de marcher quand je cours. J'ai aussi des fois pas envie d'aller à la salle, tu vois? Évidemment, je ne vais pas te dire le contraire, ça serait pas vrai. Mais du coup, j'essaye de trouver des petits leviers, si tu veux. Les mêmes leviers que si tu étais mon athlète et que je te coachais, bah, alors les leviers, c'est plus tu connais la personne, plus tu arrives à être dans sa tête et plus les leviers auront de l'impact. Si je te coach demain pour la première fois, bon, voilà, il y a très peu de chances que je fasse mouche en disant quelque chose, si tu veux. Mais si tu étais mon athlète depuis longtemps et que je te connaissais, bah, je saurais sur quel bouton appuyer pour, tu vois, te trigger, quoi. Et ben, moi, me connaissant, je pense très bien, parce que voilà, je pense être quelqu'un qui est constamment en introspection. Bah, je sais sur quoi appuyer, tu vois. Et moi, comme je te l'ai dit, ce sur quoi appuyer, c'est de me dire que la médiocrité, elle me tend la main, et que si je la saisis, je suis une grosse pute, en fait. Tu vois? Voilà. Ouais. Ok. Mais écoute, c'est vrai que les leviers de motivation, je pense, on s'en fait tous un peu inconsciemment. Enfin, moi, pour le coup, le fait que tu en parles, je me dis, ah oui, c'est vrai, je me suis déjà dit ça pour pas lâcher, pour continuer, etc. Mais j'ai pas mis le terme dessus, mais c'est vrai que du coup, je pense, inconsciemment, enfin, du moins pour ceux qui s'entraînent dur, ont déjà fait ça, je pense. Est-ce que ça a rien à voir, mais peut-être que ça, je sais que j'ai pas mal de potes qui, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être, tu vois, tu conduis
et tu te dis: si je passe pas le feu avant qu'il passe au rouge, toute ma famille, elle meurt». T'as déjà eu ça? Un petit peu ce genre de truc qui est encore une fois pas rationnel, tu vois? Ou de te dire, je sais pas, je lance un papier dans une poubelle, si j'atteins pas la poubelle, je meurs, tu vois? En fait, j'ai ce même truc quand je m'entraîne de me dire, encore une fois, qui est pas du tout rationnel, parce que personne va mourir si je fais pas ma série, mais c'est à la fois de l'amusement et à la fois sur le moment, à l'instant T, t'en fais une quête, en fait, si tu veux. T'en fais une affaire personnelle de te dire: «Je veux passer avant que le feu il passe au rouge», si tu veux, voilà. Oui, oui, oui. Heu Ouais, Alors que ça m'a. t'as pas besoin d'y passer avant. Tu as même plus de danger ou de risque ou de te faire allumer machin si tu le fais. Oui. Il va rien t'arriver de bon ou de mauvais si tu le fais pas. Donc si tu veux, il y a aucune rationalité encore une fois. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui sont dans notre vie à tous pas rationnelles et les trucs qui nous drive, comme je pense aussi les trucs qui des fois nous font sombrer, sont rarement basés sur la rationalité si tu veux. Et en fait, je crois que c'est un proverbe latin qui dit, «Nocete ipsum», je crois. Alors, il y aura peut-être des ce qui veut dire, «Connais-toi toi-même». Et en fait, ça, c'est important, mais ça, c'est et en fait, plus tu te connais toi-même, bah, plus tu as accès à ces leviers, en fait, tu vois, dont je te parlais et comme tu me l'as dit, tu l'avais peut-être pas formulé de la même manière que moi, mais tu vois ce que je Mmh. veux dire, si tu veux, voilà. Et en fait, bah, comme je te le disais pour tes clients, tes athlètes, plus tu les connais, plus tu auras accès à ces leviers. Plus tu te connais, plus tu es constamment dans l'introspection, plus tu vas avoir accès à ces leviers sur toi-même aussi, quoi. Ouais, ouais. Et ouais, pour répondre à ta question, ça, avec le feu rouge, le feu vert, et ça m'est déjà arrivé, mais pas aussi prononcé, pas aussi énervé que, je sais pas, en muscu, tu te dis, si tu fais pas tes 8 reps, je sais pas, ta petite sœur, Ouais. elle ou ce genre de choses, tu vois. Mais oui, ça m'est déjà fait ça. Mais c'est quand même plus vénère quand t'es à la salle où t'es vraiment dans ton mood un peu en mode guerrier, quoi. Mais parce qu'en fait, si tu veux, c'est pas rationnel, mais à la fois, je pense que si on demandait ça à un psy, il dirait que ça se tient parce que en ayant ça, tu te confrontes à la vision de ce qui de ce que tu figures, sur le moment, en fait. Donc tu me dis ta sœur, bah, il y a une fraction de seconde où ton cerveau, il matérialise ta sœur en train de mourir, si tu veux. Et tu t'y re et tu fais un déni, en fait. Tu dis: «Bah non, ma sœur, j'ai pas envie qu'elle meure», si tu veux, tu vois? Heu, Mm. Moi, quand je me dis: «Toute ma famille, elle meurt», si tu veux, quand je fais pas ma série de Leg Extension, je sais pas, il y a peut-être un moment où je me dis: «Bah, il y a un» je sais pas, la terre s'ouvre en 2 et il y a toute ma famille qui tombe dans le trou, et puis qui meurt parce que la terre s'est ouverte et ils sont tombés dans un trou intersidéral, tu vois? Et en fait, bah, pendant une demi seconde, ça active, je pense, quelque chose, ça tu sécrètes quelque chose, à mon avis, même au niveau hormonal, qui déclenche un petit instinct de survie, un petit supplément d'âme, si tu veux. Et du coup, on en rigole et cetera, mais au-delà du fait que ce soit pas rationnel, je pense que c'est un petit peu scientifiquement explicable, si tu veux. De par une Mm. sécrétion de je ne sais quoi. Ouais. Puis même, je pense, je sais pas si toi ça le fait, mais même des fois, ça dépend des périodes, ça dépend des séances ou de tes moods, et où tu as des leviers différents. Des fois, ça va être ça. Mais je sais pas, moi, par exemple, des fois, je vais juste me dire, juste fais-le, tu vois. Genre, juste, t'as pas le choix, juste tu le fais, sans me dire, il y a telle personne qui va sauter si tu le fais pas. Mais Non, des bien leviers sûr. un peu différents, Ouais, des ouais, leviers ouais, ouais. différents, euh, le jour J, tu vois, ça fonctionne. C'est en fonction de ton mood, c'est ce que je te disais tout à l'heure, parce on est tous pareils, on a tous, bah, des mauvaises journées, on a tous des mauvaises nouvelles, on a tous des fois été à la salle et sur le chemin, tu reçois un message qui t'a contrarié, enfin et en fait, ouais, le juste fais-le, c'est parce qu'en fait, bah, la vie est faite de responsabilités, plus ou moins importantes, plus ou moins vitales. Mais moi, j'aime me dire que chaque responsabilité auquel soit je souscris, soit je suis confronté, bah, j'aime me dire qu'il faut aller au bout, en fait, si tu veux. Et que si, quand je me suis levé ce matin, j'ai décidé que je devais, en plus de mon taf, aller à la salle, aller chercher mon fils à telle heure à la crèche et cetera, bah, j'ai pas envie de faire des compromis. Donc des fois, ça va mener à des conflits avec ma meuf parce que
Parce qu'elle aimerait justement bien que je fasse des compromis, que, tu vois, enfin, sur les trucs qui, elle juge pas nécessaires, accessoires, etc., etc. Mais en fait, quand tu te définis comme quelqu'un de discipliné, comme moi je me définis, en fait, c'est dur à accepter de se compromettre là-dessus, si tu veux. Et c'est dur pour tout. Et quand tu es un peu dans ce mindset-là, mais les gens qui ne le sont pas ont du mal à le comprendre, c'est qu'ils vont se dire: «Oui, mais entre guillemets, pour beaucoup de gens», je sais pas, par exemple pour ma mère, le truc qui est indispensable dans ta journée, c'est d'aller au travail, tu vois? Le reste le reste, c'est du loisir. Mais en fait, moi, je conçois aucun de mes loisirs comme un loisir, si tu veux. Parce que c'est envie de réussite, si tu veux. C'est-à-dire que je me dis pas: «Je vais à la salle, c'est cool, je vais à la salle», si tu veux, comme 7 mecs sur 10 que tu peux voir dans une salle commerciale aujourd'hui, si tu veux. C'est-à-dire qu'ils vont parler avec leur meuf au téléphone, ils vont parler avec leurs potes, ils vont faire une série, après ils vont croiser un mec qu'ils ont pas vu depuis 2 mois, ils vont parler un quart d'heure avec lui. Moi, je peux croiser, le président, le pape, ma mère pendant la séance. Si ma récup elle est finie, je vais faire ma série, si tu veux. Et en fait, heu, quand tu pas envie de trahir à ce que tu considères comme toi être des responsabilités, ben, en fait, c'est ça le meilleur des moteurs, je pense. C'est ça le meilleur des leitmotivs. C'est de définir ce qui pour toi est important et à partir de là, personne, je pense, peut te dire que ça ne l'est pas. Mm. Parce que comme tout dans la vie, tout est subjectif. C'est-à-dire que en fonction d'un contexte, historique familial, pour certains, la famille, ça n'a pas la même signification et la même importance que pour d'autres, si tu veux. Certains ont vécu des choses dans leur enfance liées à la manière dont ont été leurs parents, qui fait qu'ils ont pas ils chérissent pas le cocon familial comme, par exemple, moi, je pourrais le chérir, si tu veux. Ils ont pas la nostalgie de l'enfance, ils ont pas la nostalgie de la famille, ils ont pas, ou d'autres, en fait, voilà, chacun a ses échelles de priorité et moi et je pense que ça, c'était un défaut que j'avais avant. Ce que moi, avant, je considérais comme être important, j'y accordais du crédit et ce que toi, tu allais me dire qui était important, si moi, je considérais que ça ne l'était pas, j'allais au pire te convaincre que ça ne l'est pas ou au mieux, prendre un peu avec dédain ce que tu allais me dire, si tu veux. Et en fait, j'ai compris, avec du recul que c'est pas parce que pour moi, c'est pas important ou pour moi, c'est pas une priorité que pour toi, ça ne l'est pas, si tu veux. Et en fait, dans les grandes phrases toutes faites que des fois j'aime bien mettre sur Instagram, c'est: «Ne laisse pas dire quelqu'un que ce qui est quelque chose qui pour toi est important ne l'est pas». Jamais, jamais, jamais. Du sport, je sais pas moi, peu importe, peu importe. Peut-être que pour toi, le truc le plus important de ta journée, c'est d'aller marcher avec ton chien de 19h à 20h. C'est peut-être pour toi le truc pour lequel tu te lèves le matin. Parce que ça va te remplir le cœur, parce que tu vas aimer cette interaction que tu auras avec ton chien, parce que tu vas aimer la communion avec la nature. Je sais pas en fait, tu vois? Peu importe. Mais si pour toi, c'est ultra important, bah, les gens qui sont pas d'accord, et bah, qu'ils aillent se faire enculer. Parce qu'on vit pas pour les autres. Et ce que toi, tu as dans le cœur, ce que toi, tu as en tête, c'est lié à ton parcours de vie, c'est lié à ton chemin de vie, c'est lié à plein de choses. Et en fait, on connaît pas les gens. On connaît pas les gens et du coup, on peut pas, heu, ouais, on peut pas se permettre de d'importance dans la vie de quelqu'un d'autre. Et tout à l'heure, là, tu parlais de ne pas faire des compromis quand tu avais plusieurs trucs à faire. Est-ce que, comment tu gères les phases où du coup, des fois, on a des périodes, tu vois, on a plein de choses à faire et on n'a pas envie de délaisser telle chose, on n'a pas envie de moins bien faire une chose parce qu'on a envie de tout bien faire. Comment tu gères ces périodes-là? Est-ce que tu penses, tu l'as déjà vécu ou Ouais, qu'il y a ouais, des choses que tu peux forcément mettre un peu de côté? ah oui, Euh, co- mais je le fais complètement. Ça, je t'ai dit que j'aimais pas le faire et que je le faisais pas, mais de facto, je t'ai dit depuis que je suis papa, je le fais. C'est-à-dire que, quand je rentre, maintenant, je sais pas moi, admettons je coach, de l'après-midi, je rentre chez moi en début de soirée vers 18h. Dans ma vie d'avant être papa, peut-être je serais rentré, j'aurais passé un quart d'heure avec ma femme et je lui aurais dit: «Bah, tiens, je fais 1 heure de piano». Et bon, des fois, elle m'aurait dit: «Ah, tu casses les couilles avec ton piano», mais c'est tout, si tu veux.
et j'aurais fait mon piano. Maintenant, je peux pas rentrer à 18 h, passer 5 minutes avec ma femme et mon fils et mettre mon casque et faire 1 heure de piano. Je me dirais: «Je suis un connard», en fait. Je me dirais: Je suis le pire des pères», si tu veux. Donc c'est-à-dire que mais je le vois pas, mais c'est pas j'ai pas l'impression de perdre quelque chose parce que je passe du temps avec mon fils, si tu veux, donc c'est différent. Si tu veux, je fais pas une croix sur quelque chose pour faire quelque chose qui me pète les couilles, parce que c'est pas le cas, si tu veux. J'ai au fond de moi conscience que du coup, bah, voilà, c'est du temps que je passe pas sur mon piano. Mais à l'inverse, je sais que ce temps que je prends pas, avec lui tant qu'il est pas couché, je pourrais le prendre quand il est couché. Le fait est que je le fais pas tout le temps et que c'est là que j'ai l'impression de me trahir, par exemple, si tu veux. Et après, ben, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est de dealer avec cette impression de pas aller au bout des choses. Typiquement, moi, la musique, c'est un peu le domaine dans ma vie et dans les choses qui me tiennent réellement à cœur. Je te dis réellement à cœur, c'est-à-dire que à l'époque à Dijon, j'avais mis un piano dans ma salle de sport pour jouer entre les coachings. J'avais un piano chez moi. Je prenais 3 cours par semaine, donc je te laisse imaginer un petit peu l'investissement financier, tu vois? Je pense que un peu le moyen de mesurer à quel point les choses te tiennent à cœur, c'est aussi l'investissement financier que tu vas faire. Alors après, c'est oui et non, parce que quand tu es très riche, tu peux investir énormément dans quelque chose sans pour autant y prêter attention. Mais tu m'as compris, quand tu prends 3 cours de quelque chose par semaine, c'est que tu aimes ça, si tu veux. Voilà. Mm. Euh, donc c'est quelque chose qui me tient réellement à cœur, mais ça n'empêche que, tu vois, là, pareil, j'étais à Moscou, j'ai une prof à Moscou, je ne l'ai pas appelée cette semaine. Parce que bah, j'étais, comme je te l'ai dit, contrarié par le fait que mon fils était malade et je me suis dit, ah, j'ai pas trop la tête à aller jouer du piano, nanana. Donc, en même temps que je te dis depuis 1 heure et demie que je suis quelqu'un qui trahit pas ce qui. Ça m'arrive, si tu veux. Ça m'arrive là, cette semaine, tu vois, je me suis, entre guillemets, trahi sur ce plan-là, si tu veux. Mais j'ai mauvaise conscience à l'inverse. J'ai mauvaise conscience et je l'ai en tête et je m'en veux un petit peu, si tu veux. Je me dis, je suis rancunier vis-à-vis de moi-même. De me dire, j'aurais dû, j'aurais pu. Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça n'influe pas, quoi qu'il arrive, sur la guérison de mon fils quand il avait de la fièvre. Ça n'influait même pas sur le temps que je passais ou pas avec lui parce que je suis en Russie, il est à Dubaï. Donc finalement, je me suis raconté des histoires qui n'étaient pas valables, qui ne méritaient pas d'être racontées. Voilà. Alors après, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi je fonctionne beaucoup à l'autoflagellation et à la culpabilité. Donc je sais que je vais me nourrir de cette culpabilité pour bah, la semaine prochaine jouer et me dire bah, ce soir, non, je regarde pas un film avec toi, je vais faire du piano, etc. etc. si tu veux. Mm. Euh, Parce que voilà, mais oui, comme je te l'ai dit tout à l'heure sur un peu les périodes, les envies de faire telle ou telle chose, évidemment que je les ai aussi, si tu veux. Mais je pense, comme je te l'ai dit, que j'ai une faculté un peu supérieure, je pense, à la moyenne. Je le dis, quand je dis la moyenne, c'est dans mon entourage, hein, à me faire violence, à baisser la tête et à me dire il faut le faire. Pas parce que sur le moment il faut, parce qu'il y a toujours cette vision un peu plus large de se dire bah, parce que dans X années, j'ai envie de bien savoir jouer. Parce que j'ai envie peut-être l'année prochaine de faire un marathon. Donc et en fait, c'est de me dire que chaque moment où je vais consacrer du temps à cette chose, c'est une pierre de plus à l'édifice qui me rapproche un peu plus de l'objectif. Et en Ouais. fait, je pense que du coup, un peu une réponse un peu sens large qu'on peut faire, c'est que les gens qui ont des déficits un petit peu de motivation, ou qui ont l'impression d'être constamment un peu en situation d'échec, je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas encore réellement trouvé les choses qui leur donnaient ce feu sacré, si tu veux. C'est-à-dire que on a tous un talent pour quelque chose, j'en suis persuadé. On peut tous être, à part peut-être quelques exceptions de demeurer, voilà, de gens qui, les pauvres, voilà, ont vraiment pas de faculté intellectuelle au départ, tu vois, je dirais, ni physique ni intellectuelle, mais on a tous potentiellement la capacité d'être très bon dans quelque chose. On a aussi, à l'inverse, malheureusement, beaucoup de chances d'être très mauvais dans énormément de choses, mais on a aussi la capacité à être bon dans quelque chose. Il faut trouver dans quoi et ensuite se faire la promesse qu'on lâchera pas, si tu veux. Et tous les top quelque chose dans le monde, avant de commencer cette discipline, ne le savaient pas. Enfin, ça paraît terriblement logique, mais Tom Brady, avant de commencer le foot US, il savait pas qu'il allait être le meilleur quarterback du monde.
Robert De Niro avant de commencer le théâtre, enfin, tu vois, je peux te lister tout ce qu'on veut. Si tu veux. Usain Bolt avant de commencer l'athlé, il savait pas qu'il allait être, tu vois. Donc en fait, il faut trouver quelque chose qui te donne envie, qui te séduise, t'excite, qui te motive, etc. Et après, il faut accepter de te dire que ben, ouais, les débuts vont être chiants, les débuts vont être compliqués, que les débuts vont être pénibles, qu'il y aura des doutes, mais il faut les surpasser et que tout le monde en passe par là et que seuls ceux qui n'abandonnent pas, au final, arrivent à quelque chose. Qu'importe le domaine, en fait. Tu vois. Mhm. Ouais, qu'importe le domaine, qu'importe le domaine. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça C'est-à-dire que tout à l'heure, fait. tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, ouais, mon rêve quand j'étais en STAPS, c'était de devenir préparateur physique de top 14. Tu pourrais très bien me dire, mais t'as pas abandonné un peu trop tôt le projet? Et avec du recul, si. C'est-à-dire, je t'ai dit, j'ai envoyé peut-être 10 CV, lettres de motivation, machin, mais j'ai pas re, j'ai pas réitéré, Relancer. si tu veux. J'ai pas relancé, j'ai pas réitéré. Peut-être qu'au bout de 4 courriers, le Stade français, il se serait dit, mais c'est qui ce mec déter qui nous envoie une lettre tous les mois, tu vois? Ou c'est qui ce mec qui s'est pointé lundi matin à l'entraînement des pros du Stade français, si tu veux? Tu vois? Enfin, j'ai pas fait tout ce qui était en mon pouvoir pour accéder à ce qui était à l'époque mon rêve, tu vois? Donc peut-être que, bah, voilà, peut-être que j'aurais pu y arriver, j'ai juste pas fait ce qu'il fallait, si tu veux. Et ça, c'est valable pour tout, je sais pas, tu es amoureux d'une meuf, tant que tu pas passé, 3 heures devant son boulot à l'attendre pendant 10 jours d'affilée avec un bouquet de fleurs sous la pluie, sous la neige, quand elle est là, quand elle est pas là, tu peux pas te dire: «Elle veut pas de moi», en fait. Tant que tu pas tout essayé, tu peux pas te dire: «Elle veut pas de moi», tu vois? C'est pas parce qu'elle a pas répondu à ton DM une fois sur Insta que c'est mort, en fait. Moi, je pars de ce principe-là, si tu veux. Ça veut pas dire qu'il faut être un harceleur et un stalker, hein, mais dans une manière romantique de faire les choses, je pense qu'on peut s'accrocher pour séduire quelqu'un, si tu veux. Au même titre qu'on peut s'accrocher pour séduire un employeur, pour lui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour lui faire comprendre que, mec, c'est moi, Vincent Issartel, qu'il te faut dans ton staff de prépa physique, c'est pas un autre, tu vois. Mais les gens, c'est pas écrit sur ton front que tu es potentiellement bon ou que tu es un super mec en tant que conjoint, etc. En fait, faut faire ses preuves dans la vie. Et faire ses preuves, c'est pas t'essayes une fois, on te claque la porte au nez, t'arrêtes. Non, ça s'appelle pas faire ses preuves, si tu veux. Ça s'appelle juste vaguement essayer et ensuite se contenter de l'échec pour se rassurer et se dire: «Bah non, bah, ça a pas marché». C'est pas que ça a pas marché, mec, c'est que tu as juste pas essayé, tu vois? Ton podcast, si tu arrêtes, si tu te dis: «Bah, vas-y, après la vidéo avec Vince, j'en sais rien, si elle a pas fait 2000 vues, j'arrête», bah, c'est juste toi c'est pas ton podcast qui aura pas marché, c'est toi qui auras abandonné trop tôt, en fait, tu vois? Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà. C'est un peu ma vision des choses, tu vois? Vision très intéressante. Et bah, dernière petite question, ça fait déjà une bonne heure et demie qu'on parle. Je t'avais dit, hein, que Ça, je t'avais dit que j'étais bavard, hein. ah, mais ça passe vite, mais c'est hyper intéressant. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas dit ou un dernier mot de la fin? Ça peut être quelque chose de complètement différent. Tu peux sortir un peu des thématiques qu'on a abordées ou alors juste rajouter quelque chose qui te tient à cœur. Je te laisse assez libre C'est là-dessus. Le public de ton podcast, c'est quoi? C'est des sportifs? C'est des coachs? C'est quoi? Oui, grosso modo, ça tourne autour du sport, prépa physique, entraînement, performance, santé. Donc oui, il y a des entraîneurs, des coachs, des sportifs, des étudiants, Ouais. des kinés, je sais pas. En fait, c'est un truc que j'ai dit à je sais même pas si tu me suis sur Insta, mais c'est un truc que j'ai dit en story en début de semaine, c'est, que quand on est dans le milieu du sport, de la prépa, de la muscu, et cetera, on vit un peu que à travers ce prisme-là, si tu veux. C'est-à-dire qu'on vit que à travers le prisme de ses barres, de ses nouveaux PR, de son physique, de sa diète, de machin, de trucs, de bidule. Et moi, le premier, hein, pendant de mes 20 à mes 32 ans, je pense que je vivais uniquement pour ça, que pour, sortir un nouveau max, sortir un nouveau truc, enfin, tu vois? Faire et en fait, ce que j'aimerais dire, à ton public, c'est parce que c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant. Alors après, c'est pas trop tard parce que j'en ai pris conscience, mais c'est qu'il y a pas que le physique qui compte, il y a pas que le sport qui compte, il y a pas que vos perfs qui comptent, les mecs. Et
et tout à l'heure, j'ai parlé du piano et j'aime aussi un truc un petit peu qui est un peu en rapport avec ce que je te disais sur mes études littéraires à la base. J'aime bien écrire, si tu veux. Et en fait, l'année dernière, je me suis dit, bah, parce que moi, je passe beaucoup de temps dans ma vie professionnelle tout seul dans une chambre d'hôtel, tu vois, des fois 2 semaines par mois. Donc en fait, je suis souvent face à moi-même. Et quand je suis longtemps face à moi-même, j'ai un peu un état d'esprit mélancolique, etc., que j'aime bien, hein, qui me plaît, tu vois. Et c'est là où je me sens le plus inspiré, en fait. Et de là, on a découlé un peu un besoin d'écrire des poèmes, des poésies, des machins, des trucs comme ça. Et en fait, tout ça pour dire que, aussi déter que tu sois sur ton entraînement, ta planif, etc., oublie pas qu'il n'y a pas que le sport, parce que déjà, le sport, c'est au max 2 heures dans ta journée, sur une journée qui fait 24 heures. Et que quand tu es sportif, avant qu'on y soit confronté, on oublie que la blessure, elle peut arriver, on oublie que la fin de carrière prématurée peut arriver quand tu es athlète de haut niveau. Et à mon avis, c'est important d'avoir des garde-fous, des choses comme je vous disais tout à l'heure, qui vous passionnent, qui vous tiennent en haleine, à part le sport. C'est-à-dire de ne pas se définir que en tant qu'athlète, que en tant que crossfitter, que en tant que rugbyman, parce que tout ça, ça s'arrête un jour. Tout ça, ça s'arrête et bah, alors toi, tu as que 22 ans et moi, à l'âge que tu avais, j'avais qu'une seule obsession, c'était de faire des max en squat, hein, clairement, hein. Mais j'étais loin de me dire: «Je vais écrire de la poésie» et cetera. Mais avec du recul, je pense que plus tôt tu commences, mieux c'est parce qu'en fait, tu vas nourrir un peu cette espèce de de toi intérieur, si tu veux. Et qui fait que tu vas, du coup, être une meilleure version de Johan, si tu veux, parce que tu seras un mec qui sera peut-être un crack de la prépa physique, mais il n'y a pas que ça qui te définit. Et en fait, et avec ce que j'aimerais dire à des jeunes et ce que j'aurais aimé qu'on me dise moi à l'époque, c'est il n'y a pas que ça dans la vie. Et c'est ma mère me le disait toujours, mais ma mère, c'était juste parce qu'elle en avait marre que je me fracasse la gueule à la salle, si tu veux. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et c'est important, à mon avis, de trouver un autre chose que ça dans ta vie. Donc c'est pas forcément ni le piano ni la poésie, ça peut être, le dessin et la pâtisserie, ça peut être, enfin j'en sais rien, tu veux, la pêche et enfin j'en sais rien, c'est parce que tout est envisageable, tu vois? Mais voilà, c'est juste les mecs qui, comme moi, parce que je m'adresse à des mecs comme moi, je pense, qui aiment s'entraîner parce que c'est toujours ce que j'aime, hein. Mais voilà, essayez de ne pas avoir que ça dans votre vie parce que comme je vous l'ai dit, une journée c'est entre guillemets «long», même si au final dans une vie de tous les jours c'est très court, mais voilà, c'est dommage à mon avis de manger muscu, dormir muscu ou comme je le disais tout à l'heure, à un moment je tapais beaucoup sur les crossfitters parce que j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup d'emphase sur: «Je mange crossfit, je chie crossfit, je regarde des vidéos crossfit, je fais une soirée crossfit» et en fait ce que je disais tout le temps c'est: «Les pauvres». Mais après je le pondérais en disant: «Moi quand je faisais du judo, c'était, judo, machin, truc». Les mecs qui font de l'athlé en fait quand on est impliqué dans un domaine quel qu'il soit, et ben, on a des œillères et on ne vit que pour ce domaine. Mais je pense, et en reculant et en faisant le discours du vieux con qui a 37 ans, que c'est important d'avoir d'autres choses. Encore une fois, parce que tu sais pas de quoi demain est fait et que le truc le spectre principal du sportif, c'est la blessure. Et quand tu as une blessure, tu peux plus aller à la salle, tu peux plus aller à l'entraînement, tu peux plus jouer le week-end, etc. Bah, en fait, tu es malheureux comme une pierre. Mais si, en parallèle du rugby, du foot, du hand, de la muscu, du crossfit, bah, tu fais encore une fois, tu joues je parle beaucoup de la musique, mais parce que c'est tellement fantastique, en fait et ça, quand tu commences la musique, c'est incroyable. Quand tu joues d'un instrument, bah, tu peux te dire: «Ouais, bah, c'est pas grave, je me suis fait la cheville, mais je peux continuer de jouer de la guitare». Je peux même jouer 2 fois plus de la guitare parce que je vais pas à l'entraînement. Donc je vais 2 fois plus progresser dans ce truc qui me tient à cœur. Je sais pas moi, t'aimes le dessin, bah, tu auras 2 fois plus de temps pour faire du dessin ou enfin, tu vois, tu m'as compris, je pense. Ouais, Ou ouais. tu as envie d'apprendre une langue étrangère, mais vas-y, j'ai pas trop le temps, machin, bah, là, tu t'es pété, tu peux plus aller t'entraîner et bah, tu as 2 fois plus le temps de bosser ta langue étrangère. Donc voilà, c'est juste trouvez-vous d'autres points d'accroche, d'autres points d'autres loisirs quoi, d'autres loisirs, d'autres passions, voilà, parce qu'on est avant tout des êtres humains, on n'est pas que des mecs qui s'entraînent et qu'une vie de sportif, ça dure, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Après, quand on parle de sportif, en club et cetera avec un sport, une APS on va dire, quand on fait de la muscu ou de la course à pied, on peut faire ça jusqu'à ses 80 ans si on a de la chance et qu'on est en bonne santé. Mais il y a un moment donné où ça sera forcément moins une priorité
Et peut-être que d'avoir enclenché une activité intellectuelle en parallèle ou quelque chose qui vous tient à cœur qui n'implique pas votre physique, bah voilà, c'est salvateur, je pense, à un moment. Voilà, donc c'était un petit peu le conseil du vieux singe. Non, mais ça reste un bon conseil, hein. Ça reste un bon conseil. C'est vrai que quand on est jeune, on n'a pas forcément conscience de ça. C'est vrai que des fois, on est dans ce qu'on fait. Moi, des fois, je le remarque. Des fois, c'est la prépa, la prépa, la prépa. Et des fois, c'est bien d'avoir d'autres choses à côté aussi. Et je pense que c'est indispensable Ouais, aussi de. mais encore une fois, hein, moi je te dis, quand j'avais ton âge, je prenais 800 milligrammes de caféine avant chaque séance et j'avais qu'une obsession, c'était de mourir sous une barre, si tu veux. Donc il y avait, voilà, hein. Là, je fais des belles phrases, et voilà, encore une fois, toi ou quelqu'un de ton âge, vraiment, il n'y a aucune raison de te flageller sur quoi que ce soit parce que tu commences en fait. Tu commences dans tout, tu vois. Dans ta vie, tu commences, tu vois. Et voilà, donc, ouais, c'est tout. Voilà. Si en concluant, je sais pas, je dirais, n'ayez pas peur de rêver trop grand, quoi, tu vois. N'ayez pas peur de rêver trop grand et voilà. Dans les grandes phrases, c'est on n'a qu'une vie, mais encore une fois, quand tu deviens papa, tu en prends un peu conscience parce que tu vois, tu vis plus que pour toi. La jeunesse de ton fils te renvoie à toi, ta vieillesse, enfin ta vieillesse, tes années qui passent. Et au-delà de dire on n'a qu'une vie, moi, c'est un peu mon mojo sur les réseaux sociaux, c'est une seule vie pour devenir meilleur. Et c'est aussi ça qui, au final, je pense, répond à toutes les questions que tu m'as posées tout à l'heure de comment je fais pour pas lâcher ou pourquoi je ne lâche pas. C'est pour ça, en fait. C'est parce que je veux me dire, quand j'aurai, tu vois, 80 ans ou j'en sais rien, bah, de me dire, j'ai pas gaspillé ma vie, si tu veux. C'est-à-dire, j'ai exploité un petit peu de mon potentiel. Parce que malheureusement, je sais que j'aurais pas exploité tout ce que j'aurais aimé, tout ce que j'aurais voulu, pas aussi poussé que je l'aurais voulu, mais voilà. Vraiment ce mojo de une seule vie pour devenir meilleur, j'aime bien parce que c'est vraiment, quand tu as 22 ans et que tu te projettes sur tes 85, c'est très long. Tu te dis: «OK, il m'en reste, 60». Mais qu'en fait, quand tu changes de dizaine, quand tu auras 30, tu te diras: «J'ai fait quoi dans mes 20?» et quand tu te rapprocheras des 40 comme moi, tu te diras: «J'ai fait quoi dans mes 30?» Tu vois? Et après, tu te dis: «Ouais, en fait, c'est passé vite, quoi». Et et ouais, ouais, en fait, faut y aller, quoi. Comme on dit dans Comme ils le disent dans La Vérité si je mens d'eux, si la brigade du kiff, elle passe, on fait quoi? Bah, on prend perpète, tu vois? C'est-à-dire, faut kiffer ta vie et voilà. Il faut l'utiliser, à son plein potentiel. Écoute, ça conclut bien le podcast sur des mots, sur des bons mots. Merci beaucoup, Vincent, pour Avec ton temps, plaisir. pour tout ce que tu as pu livrer. On a parlé de plein de trucs, mais je sais pas, moi, j'ai senti un podcast assez motivationnel, donc j'espère que les auditeurs auront ressenti aussi cette énergie que tu dégages. C'était agréable à entendre. Bah, écoute, j'espère, hein. Enfin, je sais pas si ça s'est ressenti, mais j'ai parlé avec le cœur, quoi, tu vois? Donc, voilà, quand je dis oui à quelqu'un pour un podcast, c'est pas pour, faire, à moitié, quoi, donc, voilà. Et Ah, ouais. en tout cas, je veux voir les réels du podcast, hein, pour faire écho à ce que tu T'inquiète, disais, t'inquiète, que t'inquiète je pas. repartagerai avec grand plaisir, évidemment. Ouais, mais de toute façon, là, j'ai une semaine un peu plus off qui arrive, donc j'aurai un peu plus de temps pour moi, donc je pourrais produire un petit peu plus. Donc normalement, ça devrait le faire. J'en fais, mais j'en fais pas 15 par jour, quoi. Non, mais de toute façon, enfin, moi, je sais que j'en éditais 3 par podcast, si tu veux. J'isolais 3 moments, clés. Moment clé, moment putaclic, moment buzz, enfin après voilà, parce que, évidemment, hein, un réel si c'est pour parler d'un truc complètement random qui intéresse personne, autant pas faire de réel, tu vois? Chaque fois, il faut réussir à isoler les bons moments, les trucs où tu te dis: ça va être clivant, soit ça va être, motivant, enfin peu importe, tu vois? Mais, voilà. Ça marche. Je mettrai tes liens parce que du coup, tu as un podcast aussi, je mettrai tes liens dans la description de l'épisode. Ouais, bah, Et ma chaîne YouTube où il y a les gens ils pourront retrouver les podcasts et puis les vlogs que je fais actuellement.
Ouais, ok. Et puis, Bah, je mettrai ça. vas-y, Je avec mettrai ça plaisir. avec grand plaisir. Et bah, je te remercie encore une Merci fois. pour l'invitation, Johan. En tout cas, j'apprécie. Et puis, écoute, force à toi et force à tous tes viewers. Merci, merci, merci. Allez, salut tout le monde, à la prochaine. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.